Les gars veulent libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de la palabre intellectuelle déstabilisation en Afrique. Moscou s'engage à stabiliser la République centrafricaine. Depuis fin janvier, la Russie forme et équipe les FACA, les forces armées centrafricaines, pour la libération de leur pays des bandes armées qui menacent l'existence même de cet État. Nous en parlerons dans cette édition. Nous ferons le point avec notre invité sur ce fait marquant de l'actualité. Et puis Tchad, États-Unis, la visite de Rex Tillerson marque-t-elle la fin des tensions diplomatiques? Le secrétaire d'État américain est arrivé ce matin à N'Djamena, la capitale du Tchad, une étape de sa tournée africaine dominée par les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Il foule le sol tchadien alors que les relations entre les deux pays se sont tendues dernièrement à cause de deux différends majeurs, l'inscription du Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants ne peuvent plus entrer aux États-Unis et l'implication par la justice américaine du président Idriss Déby Itno dans une affaire de corruption. Mais N'Djamena rassure, depuis quelques jours, il n'y a aucun contentieux entre les deux pays, assure le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Marmad Zen, qui explique que le différend sur l'inclusion du Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants ne peuvent plus voyager aux États-Unis est en passe d'être résolu. L'administration américaine a annoncé que la question était déjà à l'étude avant même l'arrivée du secrétaire d'État sur le territoire tchadien. Quant aux accusations de corruption, le chef de la diplomatie tchadienne balaie tout du revers de la main et affirme que le gouvernement tchadien n'a rien à voir là-dedans et souligne par ailleurs que le président Déby n'est pas cité à comparaître aux États-Unis. Et toujours dans l'actualité, nous allons également nous interroger autour de la sortie du procureur général de la Guinée équatoriale sur le coup d'État manqué dans le pays en fin 2017, début 2018. Le Tchad, loin de tout soupçon, nous allons nous interroger sur ce plateau. Rappelez que le procureur général affirme que les commanditaires du coup de force manqué à Malabo début janvier sont des Équato-Guinéens qui ont contacté et contracté à Paris un citoyen français, Dominique Calas de Ferluc, pour organiser le putsch. David Nguema Obiang ajoute que ces Équato-Guinéens avaient alors versé une avance de 500 000 € pour la mise en place et le lancement de l'opération. Dominique Calas de Ferluc, président de l'Institut social de France et de l'Union européenne, après avoir perçu les fonds des partis équato-guinéens, aurait fait appel à un général tchadien, Marmad Kodombani, chef de l'opération, et à un militaire centrafricain, Ahmed Diallo, a ajouté le procureur. Alors, est-ce que ceci devrait mettre fin à tout soupçon quant aux accusations portées contre N'Djamena dans ce dossier? Nous allons nous interroger avec vous, mesdames et messieurs, trois faits marquants de l'actualité pour vous permettre de passer une excellente soirée sur les antennes de la télévision panafricaine. Merci de nous retrouver en direct. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de la palabre intellectuelle. Je vous le disais tout à l'heure, trois faits marquants de l'actualité. Tout d'abord, la Russie qui désormais forme et donne des armes aux FACA, aux forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine, et également la visite au Tchad de Rex Tillerson. Est-ce que cette visite marque la fin des tensions diplomatiques entre les deux pays? Vous avez suivi tout à l'heure quelques éléments qui portent à croire que oui, mais nous allons vous écouter, vous qui êtes à la maison, autour de cette actualité et sans toutefois oublier, bien sûr, toujours dans ces faits marquants, la sortie du procureur général de la Guinée équatoriale qui fait le point sur ces incidents qu'ont connu le pays en fin 2017, début 2018 et annonce qu'il y aura des poursuites contre un certain nombre de personnes qui ont été donc identifiées par l'enquête. Des éléments à charge existent bel et bien. Nous ferons également le point sur ce plateau avec notre invité qui est déjà présent ici.
Jean Gouem, vous êtes de retour sur les plateaux de la télévision panafricaine après une très très longue série d'émissions réalisées ici sur place. Merci d'accepter une fois de plus ce soir notre invitation et je rappelle que vous êtes géostratège, vous êtes également enseignant, vous êtes le fondateur du groupe ESIAC, l'École supérieure de management et d'ingénierie de l'Afrique centrale. Merci de nous retrouver. Merci beaucoup, mon cher Guy, pour cette invitation que vous m'avez lancée. Je ne peux hésiter de retrouver le plateau et je peux non plus vous cacher ce plaisir de vous retrouver puisque pendant près d'un mois, j'ai été absent. Donc c'est un grand plaisir de retrouver tous les panafricains, de retrouver nos téléspectateurs et puis d'en discuter des problèmes qui sont les nôtres, les problèmes africains, les problèmes panafricains. Donc je suis à totale disposition de l'Afrique Média pour en discuter tous ces problèmes-là et avec mes chers amis que je vais, je pense, très très bientôt en parler aussi, c'est-à-dire tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion ici, la chance de partager ici, je dirais, des points de vue, deux fois convergents, deux fois divergents sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous, Africains. Merci beaucoup à vous, Jean Gouem, d'être présent. Et rappelez que votre émission prend désormais un autre format. Nous serons là jusqu'à 19h30, heure d'Afrique centrale, 18h30 GMT, pour vous permettre de nous retrouver sur le plateau et d'échanger avec nous autour des faits marquants de l'actualité. Et rapidement, je vous le disais tout à l'heure, Jean Gouem, le fait marquant, c'est la Russie. Le principal fait marquant, c'est la Russie qui accompagne désormais la République centrafricaine dans la mise en place d'une force, dans la mise en place donc, de forces conséquentes pour pouvoir faire face à la menace qui s'empare du pays. Je vous propose d'aller à la rédaction de la télévision panafricaine, retrouver Linda Ndedi, qui nous fait le point autour de cet engagement russe, un engagement qui a permis une levée de l'embargo, une levée partielle de l'embargo qui pesait jusqu'ici sur le pays, un engagement également qui permet d'équiper les forces centrafricaines en armes et surtout de former ces forces-là. Voici Linda Ndedi. En décembre, après de longues négociations avec le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie avait été autorisée à donner un stock d'armement conséquent à la République centrafricaine. Moscou avait également reçu l'autorisation des Nations Unies d'entraîner les militaires centrafricains à l'utilisation de ces armes. Puis les instructeurs sont arrivés à Bangui et un camp d'entraînement militaire a été installé à Berengo, dans le sud-ouest du pays. Un soutien au FACA apprécié dans la région. Pour Roger Okwapengia, le maire de la commune, la présence des formateurs russes ne pose aucun problème. Le maire soutient d'ailleurs que les amis russes viennent prêter main forte au FACA pour qu'ils défendent le pays. Début octobre, à l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le président centrafricain Michel Archange Touadéra s'était rendu à Sochi, en Russie, et avait alors sollicité le soutien de Moscou pour la stabilisation de son pays. Un appel bien suivi par Moscou. Et retour sur le plateau de la palabre intellectuelle, Jean Gouem, la Russie, la République centrafricaine avait demandé le soutien de Moscou pour stabiliser le pays et on a l'impression que c'est désormais le cas. Oui, je pense que très rapidement, je vais essayer de faire un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à maintenant? Je pense que c'est la France qui a, soi-disant, assuré, je dirais, toute la sérénité, toute la sécurité. Dans ce pays-là, on voit l'échec total. La Russie n'intervient pas pour rien, parce qu'il y a un échec total de la France. Et ça marque une fois de plus que ce pays-là, la France, les pays occidentaux, donc la France en tête, d'accord, ne peuvent qu'amener chez nous des situations extrêmement dramatiques. C'est le cas, parce que les comportements du gouvernement et de l'armée française dans la République centrafricaine ont été des comportements inouïs. Et on voit jusqu'où d'ailleurs sont allés jusqu'à mener les accusations de viol sur les enfants. Alors, ça c'est le premier point, le premier constat. Le deuxième constat, c'est que quand on regarde très bien en réalité, est-ce normal que la Russie soit absent de cette région? Ce n'est pas normal. Parce que si on veut rechercher l'équilibre quelque part, l'équilibre du monde qu'on a perdu, l'équilibre des blocs qu'on a perdu en 2089 avec l'écroulement de l'Union soviétique, mais après, il y a la Russie qui est née suite à ça. C'est un grand peuple. Donc il est normal que, eh bien, dans ce jeu politique depuis 1989 jusqu'à ce jour, c'est la France, les États-Unis, ce sont ces pays occidentaux qui se sont crus le droit de se partager un peu
et de donner des leçons, de déstabiliser les régions qu'ils veulent, les pays qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils se sont donné toute la liberté totale de déstabiliser par exemple la Libye, de déstabiliser la Syrie, de déstabiliser ainsi de suite. Et ceci même, sans toutefois rechercher l'accord de l'ONU. Donc il faut quelque part un peu que la Russie, et pas seulement la Russie, mais d'autres pays aussi qui sont dans d'autres espaces géopolitiques, la Chine, l'Inde aussi, se positionnent pour pouvoir non seulement permettre à l'Afrique de se diversifier au plan militaire, au plan économique, mais aussi au plan politique aussi, c'est-à-dire au niveau de ce qui se déroule par exemple auprès des Nations Unies. Donc l'arrivée pour moi de la Russie n'est pas une mauvaise chose. Si nous pouvons en profiter de cette présence-là pour pouvoir rééquilibrer les choses ici et faire en sorte que l'Afrique ne soit plus la chasse gardée des Occidentaux depuis 1989 où ils se sont crus tout se permettre. Donc il y a ce constat-là qu'il faut faire. Le deuxième constat qu'il faut également faire, c'est que vous avez très bien dit tout à l'heure, votre reporter tout à l'heure a fait un commentaire en disant que la Russie est en RCA, en République centrafricaine, avec l'accord des Nations Unies. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie n'intervient pas comme ça brutalement comme les Américains et les Français ont intervenu en Libye ou en Syrie. Non, ils interviennent avec l'accord des Nations Unies. Et avec l'accord des Nations Unies pour mettre à disposition de la RCA des instructeurs qui vont les accompagner. Pour faire quel job? Pour faire quel travail? Pour pacifier un petit peu ce qui se passe sur le terrain là-bas. Donc on a besoin de la Russie dans ces... On en parlera tout à l'heure, mais je pense que la présence de la Russie, c'est une bonne chose. Je dis tout simplement que de toutes ces puissances-là qui gesticulent autour de l'Afrique, nous en parlerons tout à l'heure, il faut que l'Afrique sache également quelle est sa position. Comment nous devons avoir une diplomatie face à ces puissances? Parce que la Russie aussi, c'est une puissance, à la fois une puissance peut-être pas économique à l'état actuel comme les États-Unis et la Chine, mais ça reste une puissance économique, mais ça reste également surtout une puissance militaire. On voit la réussite de comment la Russie a réussi à imposer son point de vue militaire du côté de la Syrie. Et et à partir de ce moment-là, la Russie cherche effectivement d'autres positionnements, notamment en Afrique. Il ne faut pas oublier que la Russie a toujours été, la Russie via l'Union soviétique, ont toujours été présents en Afrique. Il faut le savoir. Et qu'aujourd'hui, le retour de la Russie, eh bien, c'est une bonne chose. D'une part, pour rééquilibrer un peu les positions géopolitiques, et d'autre part aussi, que l'Afrique puisse avoir une diversification de ses relations diplomatiques, économiques et militaires. Merci beaucoup à vous, Jean Gouem. Je rappelle que vous êtes géostratège et avec vous, nous allons analyser ces faits marquants de l'actualité sur le continent. Vous avez déjà fait un premier jet sur la situation en République centrafricaine. Je m'en vais vous relancer. Vous avez bien fait tout à l'heure de préciser que la Russie intervient en toute légalité avec le droit international, c'est-à-dire avec mandat des Nations Unies. Et une autre particularité, c'est une sorte d'accélération dans l'engagement de la Russie. Rappelez qu'on n'en parle que depuis décembre 2017. Les choses sont allées très très rapidement. La Russie a pu obtenir une levée partielle de l'embargo sur les armes et au mois de janvier on voyait déjà les premières livraisons d'armes aux FACA, aux forces armées de la République centrafricaine. Et puis rapidement on a vu un centre d'instruction être mis sur pied dans le sud-ouest et qui forme déjà les troupes centrafricaines. Que vous inspire cette célérité dans l'exécution? Mais je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie a toujours, jusqu'à maintenant, montré une approche diplomatique qui est efficace. Efficace au sein des Nations Unies, mais efficace aussi dans notre région d'Afrique, d'une part. D'autre part, le président russe et les hommes politiques russes, c'est le cas du ministre des Affaires étrangères russe qui a fait sa tournée dernièrement, n'ont jamais pris de hauteur les dirigeants africains. On va y revenir tout à l'heure, on parlera tout à l'heure des propos de M. Trump sur l'Afrique, traitant les pays africains de merde, ou alors insultant le dirigeant, le président du Tchad. Mais la Russie n'a jamais eu une position hautaine, une position de mépris. Il en est de même, par exemple, il n'y a pas que la Russie, il y a aussi ce que j'appelle aussi la Chine, aussi. Alors que toutes ces puissances-là veulent avoir absolument des positions en Afrique, des positions militaires, des positions économiques. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est une puissance économique. C'est également une puissance géostratégique parce que si vous n'avez pas des bases militaires en Afrique, depuis l'Éthiopie, en descendant jusqu'à chez nous dans le Golfe, eh bien, croyez-moi, vous êtes totalement absent du monde. Donc c'est très important. C'est pour ça que la Russie, dans sa diplomatie, depuis un certain temps, ce qui est arrivé ces derniers jours, en fait, ce n'est pas étranger.
Parce que depuis un certain temps, la Russie travaillait sur ce dossier-là. La Russie cherchait tout simplement, je dirais, un terrain d'atterrissage. La RCA a été cette occasion-là. Et ils l'ont fait de manière très officielle, avec l'appui des Nations Unies, avec une autorisation qui permet d'envoyer, de lever l'embargo sur les armes et d'envoyer donc des armes, des armes, et des instructeurs pour pouvoir accompagner les forces armées de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, bien évidemment, la Russie va continuer. Mais ce n'est pas fini. Il faut bien regarder ce qui va se passer avec la dernière tournée du ministre des Affaires étrangères russe en Afrique. Est un indicateur important. C'est pas ignorant, c'est pas innocent, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi, entre-temps, les États-Unis s'étaient mis dans une frilosité totale pour se dire, tiens, il faut qu'on aille aussi faire une tournée. C'est pas innocent. Donc on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Et vous qui êtes à la maison, eh bien, on voit ça également avec vous. Vous nous retrouvez en direct. On va d'ailleurs prendre ce premier appelant qui nous retrouve au standard de la télévision panafricaine. Bienvenue à l'antenne. Alors, est-ce que vous nous recevez? Merci de nous retrouver en direct. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Guy Fondon. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, Pasteur Soa, vous nous retrouvez depuis le Ghana. Bienvenue à l'antenne. Ouais, Guy Fondon, ouais, c'est passé ce soir. Oui. Ouais, c'est passé ce soir depuis le Ghana. Donc, Guy Fondon, comme je le disais, que la grâce de Dieu soit avec toi, puisque il y avait des petits problèmes techniques ici au niveau du réseau, mais je pense que ça va. Donc, je vais intervenir sur 3 points. D'abord, commençant par déstabilisation en Afrique. Moscou s'engage à stabiliser la RCA. Guy Fondom, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Je pense que l'expert qui est sur le plateau est en train de bien expliquer encore les choses. Parce qu'il faut dire que, comme il est en train de le dire, que Moscou, c'est-à-dire, je vais parler de la Russie, qui ne se comporte pas à un pays orgueilleux, qui n'est pas hautain et qui ne cesse pas à écraser les petites nations, mais plutôt à aider. Et la situation de la Centrafrique est une situation très difficile. Et si la France a échoué, il est important aujourd'hui que la Russie, qu'on avait dit que la Russie ne soutenait pas, la Russie n'aidait pas, la Russie, en tout cas, ne s'engageait pas aujourd'hui. Après la Syrie, aujourd'hui, la Russie est en train de montrer au monde entier que lorsque tu as signé un accord de défense avec la Russie est prête vraiment à te soutenir. Et nous trouvons ça salutaire pour le peuple centrafricain parce que nous sommes convaincus que la Russie non seulement va organiser l'armée là-bas, va aider les jeunes là-bas et va encore bien stabiliser l'armée centrafricaine. Et c'est l'Afrique qui gagnera et Moscou aussi va gagner. Et c'est ce que nous voulons. Donc, Guy Fondom, c'est vraiment bien et il faudrait que c'est un exemple. Donc, les autres nations africaines peuvent suivre également cet exemple. C'est pourquoi nous souhaitons aussi et nous saluons également le président Nguema qui a accepté également de signer un accord militaire avec la Russie. Et la Russie va aussi mettre sa base militaire en Guinée équatoriale. Tout cela, c'est bien. Je reviens sur le coup d'État en Guinée équatoriale. La justice désigne les exécutants. Oui, matin, nous avons intervenu là-dessus et j'avais dit qu'il fallait que la justice en Guinée équatoriale fasse son travail. Par rapport à ce problème, parce que ce n'est pas un petit coup d'État, c'est un coup d'État international qui allait ramener également la Guinée équatoriale en arrière, de plus de 50 ans en arrière, et la Guinée équatoriale allait rester encore dans une situation très pénible et difficile, comme aujourd'hui nous le voyons en Libye. Mais gloire soit rendue au Seigneur, le Seigneur étant intervenu, et ce coup d'État n'a pas eu lieu. Donc c'est pourquoi il est important que ce procureur et la justice guinéenne équatoriale également fassent vraiment son travail, de sorte de pouvoir situer vraiment les responsabilités et d'aller jusqu'au bout. Donc c'est ce que je voulais dire là-dessus. Maintenant pour terminer, démocratie, alternance, la Chine saute le verrou de la limitation des mandats, un exemple pour l'Afrique. Je dirais aussi oui, Guy Fondom, ce matin on a traité cela, mais nous voulons également dire que ça peut être bon comme ça peut ne pas être bon en Afrique. Parce qu'en Afrique ici, pour le moment, c'est maintenant que nous sommes en train de rentrer la démocratie. La Chine, il y a longtemps, ils sont là-dedans. Hein, et si le Parlement a pu consulter le peuple, et le peuple a donné son OK,
que nous avons trouvé mieux que le président. Et désormais, on saute cette affaire de limitation des mandats, qu'il y reste là, parce qu'ils ont vu en leur leader qu'il est quelqu'un vraiment qui apporte le développement. Mais ici en Afrique, on peut le faire. D'abord même la politique de guide, la Jamaria, sa politique, c'est une politique typiquement africaine. Et il organisait cette politique et n'avait vraiment pas de problème. Il paraît que ceux qui étaient en Libye, quand ils étaient mariés, qui avaient certaines gratuités, en tout cas, quand il y avait plein de choses. On ne paie pas l'eau, on ne paie pas le courant. Ça, c'est sa politique à lui. Mais l'Occident, ça n'a pas plu à l'Occident. Si aujourd'hui la Chine, qui est un grand pays, qui donne un exemple, et en Afrique ici, on peut aussi limiter ou sauter le verrou de limitation des madames. Mais en condition, d'autres personnes, il ne faudrait pas qu'ils soient comme des petits dieux. Parce que quand on constate, parce que c'est le peuple réellement qui donne le pouvoir, et c'est le peuple qui demande. Et je pense que c'est le peuple qui peut dire que puisque notre leader est puissant et fort, à partir de maintenant, nous demandons qu'il n'y a plus jamais de limitation des mandats. Et le peuple également qui est souverain, le peuple peut le dire. Mais si un président prend sur lui un comportement dictateur et il dit que c'est comme ça, là, il y a problème. Il y a un problème. Parce qu'en Chine, je pense que c'est le peuple également qui est en souverain et c'est le peuple qui est représenté par les parlementaires et c'est les parlementaires également qui ont désigné. Donc voici, nous voulons aussi que ça soit en Afrique, mais vraiment d'une manière sage, de sorte qu'on puisse avancer, parce que nous ne voulons plus être dans le comportement des dictats des Occidentaux. Nous voulons avoir nous-mêmes notre politique à part, une politique africaine. Que Dieu nous bénisse. Guy Fondon, c'est passé soit depuis le Ghana, que la grâce de Dieu soit avec nous. Je pense que s'il y a encore le temps, je suis là. Merci à vous, Pasteur Soa, depuis le Ghana, pour ce premier jet au standard de la télévision panafricaine. Merci à vous. On va donner la parole à un autre appelant avant de revenir sur le plateau. Vous nous retrouvez en direct. Le principe est le même. Que vous inspirent ces différents faits marquants de l'actualité que nous vous avons présenté sur le plateau? Nous nous interrogeons avec vous avant de poursuivre peut-être avec le standard. Je me retourne vers vous, Jean Gouem, pour que nous puissions cette fois-ci évoquer cette tournée africaine de Rex Tillerson et surtout l'étape du Tchad. La tension était très forte entre N'Djamena et Washington, mais on a vu qu'après cela, on a vu tout à l'heure que le ministre des Affaires étrangères du Tchad tente de rassurer en disant que sur la question, par exemple, de l'entrée du Tchad dans la liste noire des États-Unis, en parlant de cette liste de l'immigration, que les discussions sont déjà très avancées et que le Tchad devrait très bientôt sortir de cette liste-là. Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je pense que quand on regarde très bien, rappelons quelques faits très simples. Il n'y a pas longtemps encore, les États-Unis, par la voix de son président, M. Trump, traitaient les pays d'Afrique de merde. Vous me pardonnerez, mais il a dit. Premièrement. Deuxièmement, je crois qu'on en a discuté ici encore il n'y a pas longtemps, au moment où les États-Unis avaient mis sur la liste rouge un grand pays comme le Tchad, un pays d'Afrique centrale, un très grand pays comme le Tchad, jusqu'à l'interdiction de libre circulation, que je sache, on parle de la mondialisation, interdire les Tchadiens d'entrer aux États-Unis, alors que les Américains, eux, ils rentrent en Afrique tranquillement. Donc ils ont. Et puis, c'était d'ailleurs la même période où, effectivement, les Américains, un tribunal américain, les Américains, accusaient le président du Tchad de corruption. Donc vous voyez très bien que entre ces accusations tout à fait gratuites et ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a un grand écart. Alors allons donc comprendre pourquoi il y a un grand écart. Moi je dirais, premièrement, le ministre des Affaires, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, il arrive en ce moment. Mais avant lui, regardez les pays ces pays-là. Regardez, la Turquie est passée avec son président Erdogan qui a fait une grande tournée africaine. Après, vous avez le ministre des Affaires étrangères de la Chine qui est passé, il y a encore quelques mois, il est passé en Afrique. Et entre-temps, vous avez les dignitaires chinois qui sont présents en Afrique et particulièrement en Afrique centrale. Vous avez entre-temps aussi, vous avez vu le président français qui est passé dernièrement, il était au Sénégal. Très bien. Et puis maintenant, vous avez la Russie. Le président, le ministre des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, est passé aussi en Afrique récemment. Mais à partir de ce moment-là, il y a bien quelque chose qui les attire en Afrique. Mais comment voulez-vous, si vous êtes américain,
Si vous êtes par exemple aux côtés dans le gouvernement américain, vous jouez le rôle de think tank, c'est-à-dire en fait de conseils puissants, des lobbies puissants au sein des États-Unis. Comment voulez-vous ignorer l'Afrique et ne pas dire à votre président mais il faut faire quelque chose? D'autant plus que quoi? D'autant plus que l'Afrique offre, je dirais, une situation très attrayante. 54 pays. Et bientôt à horizon 2030-2040, il représente les 2 tiers de la population mondiale. Et l'Afrique est un grand pays en termes de producteur de ressources premières, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole et autres. Et l'Afrique, tous ces pays-là, ces puissances-là, ont besoin d'avoir des positions stratégiques pour installer des bases. Les Américains qui, il y a encore quelques jours, insultaient un pays comme le Tchad, il ne faut pas oublier que les Américains ont une base de lancement des drones à partir du Tchad. Et ils utilisent ça pour combattre le terrorisme. Ils ont besoin de combattre le terrorisme à partir des bases avancées de manière à pousser le terrorisme le plus loin possible par rapport à leur pays. Donc, tout ceci converge et fait en sorte que les Américains ne peuvent pas rester assis dans leur fauteuil de la Maison Blanche et se dire « Ah, l'Afrique, c'est un pays de merde, c'est le pays de merde. » D'où, brutalement, de manière improvisée, ils se sont lancés pour pouvoir faire cette tournée qui a commencé, je pense, en Éthiopie et qui se termine là, au Tchad. Alors, le Tchad, mais comment voulez-vous? Vous venez d'insulter un pays et aujourd'hui, vous êtes là-bas. Pour ce qui concerne le ministre des Affaires étrangères du Tchad, moi je dirais qu'il fait de la diplomatie. Mais quand vous avez une personne qui vous insulte et que du jour au lendemain, une personne souhaite venir chez vous, vous n'allez pas l'insulter. L'Africain n'est pas mal élevé. On va l'accueillir, on ne va pas exprimer de propos mais hautains, mais on va l'accueillir pour l'écouter. Je pense que le président tchadien, le gouvernement tchadien, accueille actuellement le secrétaire d'État des Affaires étrangères américain pour l'écouter. Et c'est très bien. Il ne faut pas oublier que sur ce plateau-là, j'avais bien prédit qu'un jour ou l'autre, ils vont lever cette inscription sur la liste rouge. Donc, ce n'est que normal. L'Afrique est une puissance, et une puissance qui nécessite d'être organisée. Alors, au moment où tous ces pays-là bougent autour de l'Afrique, même l'Inde bouge autour de l'Afrique. Pourquoi? Pour des raisons économiques, pour des raisons militaires, pour les raisons de géostratégiques, etc. Tous ces pays-là, l'Europe, la France en tête, les États-Unis, actuellement, vous avez la Russie, à juste titre. Tout à l'heure, je parlais d'équilibre. Oui, l'Afrique a besoin que ces pays viennent, parce qu'il ne faut pas que l'Afrique soit la proie, je dirais, d'un pôle politique quelque part. Et l'Afrique elle-même aussi doit se constituer maintenant en tant que pôle pour pouvoir discuter d'égal à égal. Parce qu'un pays comme le Tchad, qu'est-ce que vous voulez qu'un pays comme le Tchad puisse discuter au plan international égal à égal, au niveau des Nations Unies, au niveau des autres organisations internationales qui existent. Donc, je crois que plus que jamais, il y a un besoin d'organisation de l'Afrique en tant que pôle. Et en tant que pôle pour pouvoir, par exemple, avoir une approche de politique étrangère commune, une approche de politique économique commune, une approche de politique militaire commune. Donc, moi, la présence du secrétaire d'État américain en Afrique ne me surprend pas. C'est une sorte de mea culpa quelque part un peu. C'est-à-dire quelque part un peu, c'est un petit pied qui nous dit, bon, finalement, nous nous excusons, nous voulons être présents. Présents dans ce grand continent, présents dans ce grand continent qui a donné l'essence à l'homme, présents dans ce grand continent qui, aujourd'hui, est le premier producteur de matières premières, présent dans ce grand continent qui, dans 20 ans, 25 ans, va produire au monde entier les 2 tiers des consommateurs dans le monde entier, sachant qu'actuellement, il est au Tchad, le Tchad est en Afrique centrale, il y a près de 105 millions de consommateurs. Ils ont besoin d'écouler leurs produits. D'où cette gesticulation. Donc je crois qu'il nous appartient maintenant de réfléchir tout simplement comment nous devons aussi, nous autres aussi, par rapport à cette situation géopolitique et géostratégique militaire dans le monde entier, voir comment nous allons gérer toutes ces relations qui arrivent. Merci, merci à vous. Et direction le standard à présent. Vous nous retrouvez en direct. Nous avons un appelant qui arrive à l'instant. Vous êtes en direct. Bienvenue à l'antenne. Allô? Bonsoir. Patrick, vous êtes en Allemagne et vous nous retrouvez. Bienvenue à l'antenne. Oui, allô, bonsoir, mon très cher frère Guy Fodor. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui, parfaitement, Bonsoir. Patrick. Bonsoir. Merci bien, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Bonsoir à tous les standardistes et les techniciens en place. Un grand bonsoir à votre invité de ce soir. Je crois que c'est M. Gwem. Si Oui, M. Gwem. Alors, concernant le sujet mis à l'ordre du jour, je suis parfaitement
d'accord hein, avec plusieurs analyses faites déjà par vos brillants panélistes, ainsi que l'analyse même de M. Wemb, juste avec quelques différences que je vais juste évoquer. Parce que lorsque M. Wemb a dit la présence du secrétaire d'État américain en Afrique, c'est une forme de mea culpa ou alors une forme d'excuse faite à ce continent. Non, je crois que lui-même en disant ça, j'ose croire qu'il ne croit pas vraiment que ces gens-là viennent avec pour exprimer des excuses. Non, quand nous parlons de géopolitique et surtout la géostratégie qui est l'élément militaire de cette macabre prédation, je ne crois pas qu'il y ait des excuses qui viendraient de ces gens. Jamais. C'est du sang-froid, c'est du sang de prédateur. Et dans cette chasse-là, je vous assure, ces gens sont prêts à tout. Mais toutefois, je ne vais pas m'appesantir déjà. Je vais du moins dire que, comme beaucoup de panélistes, je suis d'accord que pour l'instant, pour le moment, que les États africains intelligents, j'insiste bien sur le point intelligent, qui ont des gouvernants intelligents, qui profitent de la présence de la Russie sur le champ de prédation, qui est en fait du continent africain, et mettre sur pied des stratégies pour mettre en avant d'abord les intérêts de leur peuple. C'est hyper important. D'abord les intérêts de leur peuple. Et c'est ça l'intelligence économique, l'intelligence politique et l'intelligence géostratégique. Il faudrait que les gouvernants intelligents intègrent cela dans les accords avec la Russie. Parce que voyez-vous, j'aime interpeller la chaîne alimentaire, la Russie n'est pas là pour les beaux yeux des Africains. La Russie, dans sa démarche géostratégique et géopolitique avec la Chine, qui est un allié aujourd'hui, stratégique et du moins idéologique, on peut dire, mais stratégique particulièrement, la Russie ne veut pas se voir inféodée par la Chine qui devient de plus en plus puissant. Et la Russie, dans ce partenariat-là avec la Chine, ne veut pas se sentir trop dépendant et trop petit. Ils veulent pouvoir parler de armes égales avec la Chine et c'est pour ça que la Russie veut récupérer ce retard-là qu'il a eu depuis longtemps, depuis sa sortie de l'Afrique après la guerre froide, dont la Russie veut absolument, dans son couple avec la Chine, pouvoir parler d'armes égales. C'est très important pour même la survie de la Russie, parce que vous savez, entre États, c'est pas les sentiments. La Chine peut inféoder et même avaler la Russie. C'est l'essentiel, c'est que chaque État fait tout parmi ces prédateurs-là même pour assurer effectivement leur avenir sur 5000 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais quitter sur ce point pour dire, mon cher frère Guy Fodor, pour aussi peut-être chuter. Il serait important. On a évoqué, on continue à évoquer des think tanks comme solution au niveau des organisations de la société civile, au niveau de nos gouvernants, qui est une synergie de réflexion et de stratégie dans le cadre des think tanks. C'est depuis un bon bout de temps qu'on évoque cela. Et on espère que les gouvernants intelligents de ces pays africains écoutent et se mettent déjà au travail. Parce que voyez-vous, on est dans avec les Africains, le rapport Afrique du moins prédateur, c'est comme un jeu de cartes où le prédateur vient avec ses cartes, il distribue les cartes à jouer, mais curieusement, il a tous les jokers. Donc vous ne pouvez rien faire. Toutes les cartes que vous sortirez, le joker va damer le pion. Donc il est important effectivement que dans cette logique-là, les États africains, dans les sous-régions, s'unissent pour fabriquer eux-mêmes leur jeu de cartes. Et redistribuer, c'est-à-dire prendre leurs jeux de cartes et ceux des prédateurs, mélanger tout et distribuer de manière quasi équitable. C'est hyper important. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont chez vous, c'est comme des locataires, parce que c'est comme ça qu'ils ont fait et ils ont fait depuis l'histoire. Ce sont des locataires que vous n'appelez même pas souvent, mais ils viennent loger chez vous. Vous acceptez pour un bout de temps, leur disant qu'après un certain temps sortir, mais des locataires qui refusent de sortir après la durée du bail, du bail forcé. Donc, à un moment donné, il faudrait bien qu'on sache que tout ceci n'est pas fait à la durée, sur le temps, c'est pas fait pour notre bonheur. Parce que le sang qui coulera, les armes qui seront déversées dans le pays, les armes circuleront. Ces gens vont venir dans des réseaux bizarres, les armes vont circuler, comme aux États-Unis et partout. Et on va voir le sang des Africains toujours couler. Pour chuter, permettez-moi de demander à M. Gouin, qui est, je crois, promoteur et directeur général d'un institut académique. C'est une question que je voulais vraiment lui poser depuis.
en tant que chef d'un institut de formation académique, c'est-à-dire des gens qui pensent, qui développent des stratégies technologiques pour effectivement permettre à l'Afrique de pouvoir se sortir des griffes des proies qu'on connaît aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question, M. Gouem. Combien de brevets et d'inventions avez-vous déjà au niveau de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle? Combien avez-vous déjà déposé là-bas? Parce que c'est aussi hyper important pour moi que quand j'ai en face, du moins sur le plateau, un homme de formation qui promeut la formation académique et technologique en Afrique, pour savoir effectivement quel est le travail que ces promoteurs-là de ce type d'institut font avec une institution comme l'OAPI qui est là en fait pour protéger les inventions et les brevets africains. Sinon, ce sera vraiment très dangereux. Merci et bonne continuité à vous. Merci à vous, Patrick Wanguin. Et avant de vous laisser répondre, à ce que je sache, vous êtes là pour la formation et non pour la recherche. Je ne sais pas si je me trompe. Je crois que les deux vont ensemble. Oui. Quand nous formons les cerveaux, après certains vont être orientés vers l'industrie et d'autres vers la recherche. Je crois que c'est normal et c'est comme ça que l'Afrique doit se développer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous sommes des simples consommateurs et c'est bien malheureux. C'est très bien malheureux parce que, regardez, vous prenez le cas par exemple de la France qui, cette année 2017, fait une croissance de l'ordre de 2%. L'Europe fait en gros 4% en moyenne. Et la France fait 2%. Mais ces 2% de croissance, eh bien, viennent d'où? Ça vient tout simplement que la France a beaucoup vendu à l'extérieur. Mais la France a beaucoup vendu à l'extérieur. Où? En Afrique. En Afrique, à 90%, les produits fabriqués en France, conçus en France, sont vendus aussi en Afrique. Mais ça veut dire que nous consommons tout simplement pour améliorer, je dirais, le pouvoir d'achat ou améliorer tout simplement le PIB des Français. Et eux, là-bas, ils créent les emplois et ils font la recherche et le développement de leurs produits pour améliorer et après, ils vont nous vendre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, à l'ISIAC, c'est très simple ce que nous avons mis en place. Et si le téléspectateur le souhaite très bien, je suis tout à fait prêt à le recevoir au téléphone. Il peut m'appeler sur mon téléphone, de 6 80. Non, voilà. On va lui donner cela. Ah, vous le lui donnerez, d'accord? Donc, il n'y a aucun problème, je l'expliquerai plus tard comment ça se passe. Nous formons des ingénieurs. Nous formons des ingénieurs Bac+1. Et dans la formation d'ingénieur Bac+1, il y a deux parties. La première partie, c'est 2 ans, on appelle ça 2 ans de classe préparatoire scientifique, maths, physique, informatique, chimie et tout ce qui est physique. Tout ça, c'est pour avoir des acquis scientifiques qui permettent plus tard de faire les meilleures études. Et la deuxième partie, c'est 3 années de formation d'ingénieur. Dans les 3 années de formation d'ingénieur, ce que je peux vous assurer, comment ça se déroule? Ça se déroule de manière à ce que, à l'issue de la formation d'ingénieur, vous avez des jeunes ingénieurs, ceux qui veulent aller dans l'industrie, eh bien les portes sont ouvertes. Ils vont dans l'industrie pour travailler dans les entreprises. Vous avez d'autres qui choisissent, qui font le choix tout simplement de faire la recherche et le développement. Ce que nous faisons actuellement, c'est que nous travaillons avec un certain nombre de grandes écoles d'ingénieurs en France avec lesquelles nous échangeons, notamment particulièrement sur 2 plans. Sur le premier plan, c'est tout ce qui est énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, nous avons le soleil, nous avons tout ce qui est le vent, nous avons d'autres ressources, normalement, qui sont inépuisables. Donc, nous travaillons là-dessus. Je ne trahis pas le secret, par exemple. Nous travaillons actuellement sur les nouvelles formes de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire plus de capacité de production d'électricité et moins encombrant en consommation et en volume. Donc voilà, nous travaillons là-dessus, nous échangeons là-dessus. À partir de ce moment-là, c'est sur ce type de travail. Mais pour évoluer vers ce type de recherche-là, il faut déjà que l'étudiant qui choisit ou les étudiants qui choisissent soient volontaires et qu'on dégage les moyens. C'est pour cela qu'en ce moment, nous travaillons également à l'échelle de l'Afrique centrale pour pouvoir trouver les possibilités qui permettent de financer la recherche et permettre à ces jeunes de pouvoir réussir dans la recherche. Et ensuite, quand ils vont par exemple réussir là-dessus, réussir sur l'informatique avec les nouvelles bases de données, en ce moment-là, on dépose bien évidemment les brevets. Mais ça ne saurait tarder. Donc, pour vous dire, si vous voulez plus d'informations, vous vous tournez vers le studio et puis on vous donnera nos téléphones. Je suis prêt tout à fait à vous recevoir à tout moment comme vous voulez pour pouvoir vous expliquer. Mais tel est là. Vous avez raison, parce que l'Afrique a besoin de plus de grosses têtes qui se comparent au plan international auprès des grandes écoles internationales. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en train d'homologuer au plan international notre école qui s'appelle l'ESIAC. L'Afrique a besoin des chercheurs, des ingénieurs. Regardez le cas de l'Inde. En moins de 10 ans, l'Inde est devenue une puissance planétaire en informatique parce que l'Inde a mis un paquet total sur l'informatique. Et d'ailleurs, c'est l'Inde maintenant qui conçoit
et produit, je dirais, tous les systèmes informatiques dans le monde entier. Donc vous voyez très bien que si nous voulons bien évidemment être comme l'Inde, pas forcément dans tous les domaines, mais nous avons des domaines de prédilection. Par exemple, l'énergie, j'ai dit très bien, nous avons besoin. L'informatique, nous avons besoin. Il y a aussi dans le génie civil, il y a des domaines comme ça. Donc à partir de ce moment-là, il faut qu'on mette les moyens. Merci à vous. J'espère que Patrick a déjà trouvé une première réponse. Sinon, vous pouvez vous rapprocher du standard de la télévision panafricaine pour obtenir le numéro de M. Ngouem. Et toujours le standard, vous nous retrouvez en direct. Nous prenons cet appelant qui arrive à l'instant. Merci de nous retrouver. Allô? Bonsoir, merci de nous retrouver en direct. Alors, ne vous réécoutez pas parce que vous êtes en direct. Monsieur Ntonga, vous êtes au Cameroun. Bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Monsieur Ntonga, nous vous écoutons. Oui, bonsoir Monsieur Guy Fondop. Apparemment, je n'ai pas le bon retour, mais en tout cas, je crois que je suis en ligne. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et bonsoir à votre invité, Monsieur Ngouem. C'est toujours vraiment très agréable de voir, surtout au Cameroun, comment le secteur privé a pris en charge l'éducation que le gouvernement a quasiment laissé tomber. Je ne peux pas, je veux dire, je suis un peu grossier, mais le gouvernement n'a pas continué l'éducation au Cameroun comme l'avait laissé M. Ahidjo. Bon, donc, par rapport au sujet que vous avez mis sur le plateau, M. Guy Fondop, je voudrais vraiment profiter de ce sujet pour faire certaines corrections. Parce qu'on parle tout le temps de la Russie. Et moi, je vous dis, la Russie n'a pas encore colonisé un seul pays africain. Ni un autre pays d'ailleurs. La Russie n'a pas, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en dehors d'avoir sorti l'Europe de la Deuxième Guerre mondiale, vous n'avez pas vu la Russie attaquer un seul pays africain. Vous n'avez pas vu la Russie participer à l'assassinat d'un chef d'État africain ou bien au bombardement de la présidence d'un pays africain. Donc ce sont vraiment des gens qui, par rapport à l'Afrique, ont déjà quelque chose de positif qu'on appelle l'humanisme. Je crois que parmi tous les Blancs, les Russes sont vraiment les seuls qui ont un humanisme proche de celui des Africains. Maintenant, quand ils arrivent en Afrique, j'ai déjà répété ça sur vos plateaux, la Russie était partie de l'Afrique pour une seule raison, pour épargner la barbarie qu'avaient instauré les capitalistes à travers le monde. Il suffisait que vous dites que vous êtes communiste pour qu'on vous tue. Donc les Russes, pour essayer de stopper ce massacre-là, ont dû un peu calmer d'abord le jeu. Et puis aujourd'hui, s'ils reviennent, c'est tout simplement parce que avec les bouleversements qu'il y a eu dans le monde, on ne peut plus taxer qui que ce soit d'être communiste ou d'être capitaliste. Tout le monde s'est aligné sur le capitalisme. Les Chinois sont plus capitalistes même que les Américains. Donc vous ne pouvez plus venir tuer un chef d'État africain aujourd'hui en lui disant « Ah, vous êtes avec la Russie, donc vous êtes communiste. » Ou bien vous êtes avec la Chine, vous êtes communiste. Pas du tout. Donc tous ces éléments-là ont un peu sauté. Et maintenant, la Russie arrive avec une idée bien claire dans la tête de M. Guy Fondop. Parce que comme vous le voyez bien, il y a tous ces déséquilibres, il y a toutes ces tentatives des Occidentaux d'avoir une hégémonie sur le monde. Et cette tentative ne peut marcher que s'ils contrôlent l'Afrique. Et c'est en ce sens-là que la Russie dit, écoutez, moi je mets un terme à cela pour une simple raison, c'est que je souhaite que le monde soit multipolaire. Parce que si l'Afrique est abandonnée aux Occidentaux, comme l'a été l'Amérique, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, la Russie ne pourra pas faire tête. Donc elle est obligée de coopérer avec les Africains parce que nous les Africains, il faut le dire, nous sommes un peuple d'une stabilité légendaire. C'est-à-dire que malgré toutes les menaces qui nous entourent, nous ne prenons aucune disposition. J'ai entendu quelques intervenants parler là, M. Guy Fondop, mais croyez-moi, qu'est-ce qui menace l'Afrique tout le temps? C'est les armes. Mais si vous fabriquez une arme en Afrique, on vous arrête, on vous met en prison. Vous avez un invité aujourd'hui, M. Ngouem, qui est un formateur, qui est un instructeur. Dites-lui, s'il essaie demain d'expliquer à ses ingénieurs comment on fabrique la bombe atomique,
ou bien comment on fabrique une simple bombe ou un simple fusil, on va l'arrêter, on va le mettre en prison. C'est ça l'Afrique. Et on nous dit, nous avons un problème de monnaie. Mais vous avez vu une seule école ou bien même un centre technique qui est spécialisé dans la fabrication de la monnaie ou bien dans le design de la monnaie? Il n'y en a pas. Mais nous sommes là en train de courir à gauche, à droite pour aller demander les armes, pour aller demander l'argent et tout. Mais nous savons ce dont nous avons besoin. Pourquoi nous ne nous asseyons pas et nous fabriquons ce dont nous avons besoin? En matière d'énergie, et je le redis encore parce qu'à chaque fois, on se retrouve face au même problème. Les Occidentaux sont des gros prédateurs. Quel qu'en soit ce que nous développons, ils le prennent. Tous les ingénieurs que vous formez en ce moment, M. Ngouin, ils prennent l'avion le lendemain, ils repartent travailler en Amérique, ils vont travailler en France, en Allemagne. Parce qu'il n'y a pas une volonté politique dans nos États coloniaux. Et c'est là vraiment une difficulté que je dis. Tant qu'on ne va pas enlever ce verrou-là, on sera toujours en train de faire des fausses interprétations. La Russie qui arrive aujourd'hui, je vous dis, c'est salutaire pour l'Afrique. Parce que cette Russie-là, M. Guy Fondop, elle n'a rien à nous envier. La Russie ne viendra pas en Afrique acheter des terres. Ces gens-là ont des terres. Les terres les plus riches en Europe et les moins polluées sont en Russie. Ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont l'or, ils ont le diamant, ils ont l'uranium. Donc quand ils arrivent en Afrique, ce n'est pas pour les mêmes raisons que la Chine. Parce que la Chine que nous voyons là, qui a travaillé avec l'Afrique depuis un certain temps et dont l'Afrique a beaucoup soutenu, parce que ça c'est un détail que les gens oublient. La Chine a décollé à cause de l'Afrique. Parce que les premiers produits que fabriquaient les Chinois n'étaient pas vendables en Europe ou en n'importe où. Ça pouvait se vendre en Afrique où nous étions moins regardants sur la qualité. Et ça leur a permis de construire, de bâtir leur économie. Et aujourd'hui, la Chine peut fabriquer des produits de toutes les qualités, la basse qualité, la moyenne qualité et la haute qualité. Mais pour cela, il a fallu d'abord qu'elle trouve des marchés. Donc, la Chine arrive plus capitaliste que la Russie, et a besoin de plus de ressources que la Russie. Parce que la Chine n'est pas aussi riche que la Russie en matière de ressources minières. Donc, ça, vraiment, il faut que je le rappelle aux Africains. La Russie, contrairement à la Chine, n'a pas besoin des ressources africaines. Mais par contre, la Russie a vraiment besoin d'une Afrique forte pour pouvoir assurer comment on dit ça, sa philosophie de monde multipolaire. Voilà ce que je souhaitais dire, M. Guy Fondop. Bonne soirée à vous. Merci à vous, M. Ntonga, pour cette intervention au standard de la télévision panafricaine. Nous sommes toujours sur le plateau. Les faits marquants de l'actualité sont là et vous attendent. Tout à l'heure, nous vous avons présenté d'ailleurs cette tournée de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain au Tchad. Est-ce que ceci voudrait dire que désormais toute tension diplomatique est exclue dans les rapports entre le Tchad et les États-Unis? Nous nous interrogeons avec vous et notamment avec cet appelant qui nous retrouve à l'instant. Bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous nous recevez? Ainsi que les autres téléspectateurs. Les sujets que vous posez ce soir-là sont aussi importants. Mais permettez-moi d'abord de présenter ma petite contradiction avec le président Déby. Le président Déby apparemment dit qu'il n'y a pas de problème entre le Tchad et les États-Unis. Nous disons que ce n'est pas vrai. Nous avons vu des délinquants l'insulter. Malheureusement, M. Condé, il y a beaucoup de bruit autour de vous et cela ne nous donne véritablement pas la possibilité de vous écouter dans l'émission. Je vous demanderai donc simplement de nous recontacter pour que nous puissions avoir une meilleure connexion et le temps pour nous de prendre un autre appelant. Bienvenue à l'antenne. Bonsoir à vous, merci de nous retrouver sur le plateau. Merci, monsieur. Bonsoir. Alors, ne vous réécoutez surtout pas. Nous vous écoutons à présent. D'accord. Je suis très content de l'intervenant, monsieur Ngouem. Oui. Par rapport déjà aux travaux qu'ils sont en train de faire concernant l'augmentation des capacités par rapport aux énergies renouvelables. Alors, je vous demanderai, très chers messieurs, de vous éloigner tout d'abord de votre téléviseur. Oui. Okay. Je vais m'éloigner, monsieur.
Éloignez-vous au maximum, parce que nous avons un retour très négatif. Oui. Ok. En fait, j'étais en train de dire que je suis très content de M. Ngouem parce qu'il a dit quelque chose d'assez intéressant concernant les énergies renouvelables, notamment les recherches qui sont en train d'entreprendre de façon à augmenter la capacité de captage des rayons solaires. Et je trouve ça vraiment extraordinaire parce que c'est un besoin en Afrique. Les Européens ne feront jamais l'effort de travailler là-dessus, justement parce que eux, ils sont pauvres en soleil. C'est-à-dire que dans leur environnement, ils n'ont pas assez de soleil. Donc c'est pas donc que si les Africains ne travaillent pas dans le sens d'améliorer les capacités de captage de l'énergie solaire à partir des panneaux solaires, ils ne le feront jamais à notre place. Donc vraiment chapeau, je voulais le remercier et je voulais lui dire vivement que ces travaux-là aboutissent et que tout ce qu'on nous propose actuellement comme étant l'énergie nucléaire qui cause des ravages ailleurs. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons justement profiter de notre soleil et pour produire l'électricité. Parce que d'ici quelques années, la population va grandir et on aura besoin justement d'une forte électricité. Mais on n'aura pas besoin de ces énergies nucléaires. Donc je suis très content de ces travaux et vraiment chapeau, M. Ngouem. Merci à vous pour cette contribution au standard et nous poursuivons toujours avec un autre appelant. Bonsoir messieurs, bienvenue à l'antenne. Nous vous écoutons à présent, bienvenue à l'antenne. Aristide, vous nous retrouvez au standard. Bienvenue à l'antenne. Aristide, est-ce que vous nous recevez, s'il vous plaît? Oui, alors nous vous écoutons à présent. Vous avez 3 faits marquants qui vous ont été présentés aujourd'hui, à savoir la Russie qui s'engage à stabiliser la République centrafricaine et puis le Tchad qui reçoit Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, sans toutefois oublier la Guinée équatoriale où désormais les poursuites sont engagées contre ceux-là qui ont tenté de déstabiliser le pays au mois de décembre dernier, début janvier. Ok, alors Guy Fondop, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer aussi tous les techniciens, d'abord qui dans l'anonymat vraiment véritablement aident ou bien font travailler ou bien font en sorte que Afrique Média joue véritablement son rôle. Tous ces techniciens que nous ne voyons pas. Maintenant, pour ce qui est des 3 sujets, je voudrais juste intervenir par rapport à ce qui se passe, par rapport à la RCA. Nous vous écoutons. D'abord, je suis un peu étonné. Et cela montre effectivement que les lignes bougent. Parce que la RCA, en réalité, est une colonie française. À l'ONU, généralement, c'est la France qui intervient au nom de ces colonies. Et voilà que, bizarrement, ce n'est plus la France qui intervient, c'est plutôt la Russie maintenant qui, véritablement, est en pole position. Cela montre effectivement qu'aujourd'hui, parce que comment ça se passe? Généralement, avant d'intervenir, les médias français là essaient de préparer le terrain, l'opinion nationale et internationale pour faire croire qu'en RCA ça ne va pas. Et par rapport à ça, la France pond alors d'abord une communication au niveau du Conseil de sécurité. Et puis après, on demande à la France de partir. Mais la France, avec elle, tous ces autres pays là se sont rendus compte. Et ceci avec Afrique Média, il faut avoir le courage de le reconnaître, qu'ils ont chuté et que leur complot a échoué. Aujourd'hui, la guerre de l'opinion, nous l'avons réussi. Et ce sont les retombées de cette guerre de l'opinion, de la communication, la guerre de la communication, nous l'avons réussi. Et ce sont les retombées de cette guerre de communication-là que la Russie est en train d'utiliser. Parce que, regardez ce qui s'est passé en Syrie. De tout temps, pendant le conflit syrien,
ces pays comme la France et les États-Unis ont cherché à faire comprendre à l'opinion internationale que le président syrien est mauvais. Et en face de cela, c'est le président russe aussi qui a cherché à démontrer que c'est faux. Mais finalement, on s'est rendu compte que le président russe a eu raison à ce niveau-là. Et cela l'a encouragé. Parce que le président russe, depuis longtemps, ou du moins la Russie depuis longtemps, est resté quand même dans le standing block. Mais parce que justement, l'autre côté, l'OTAN avait la supériorité au niveau de la guerre de communication. Mais maintenant, avec Afrique Média, c'est devenu maintenant inverse. Donc, nous sommes, pour notre part, nous sommes heureux. Mais nous aussi, au niveau de l'Afrique, Guy Fondop, je souhaiterais aussi que nous aidions la Russie à avancer. Nous aidions la Russie à atteindre son objectif. C'est pourquoi moi, j'ai été triste de constater ce qui s'est passé, l'ajournement de ce grand événement qui doit se dérouler en N'Djamena, qui n'a pas pu avoir lieu, mais ce n'est que partie remise. Mais il faut bien qu'on puisse nous aussi mettre des structures africaines très fortes en place pour pouvoir accompagner la Russie. C'est vraiment à ce niveau-là que je voulais intervenir. Je vous remercie. Remercions également Aristide pour cette intervention au standard de la télévision panafricaine, une contribution que nous prenons avec beaucoup de plaisir et nous poursuivons d'ailleurs avec un autre appelant toujours au standard de la télévision panafricaine et puis nous reviendrons sur le plateau pour poursuivre un tout petit peu avec notre invité Monsieur Ngouem qui a effectué le déplacement du plateau. En attendant, je me retourne donc immédiatement vers vous, Monsieur Ngouem. Cette fois-ci, nous allons évoquer la Guinée équatoriale. Je vous en parlais d'ailleurs tout à l'heure pour vous dire que désormais, après donc le coup d'État manqué, le Tchad semble tout loin de toute accusation du procureur général de la Guinée équatoriale qui affirme que les commanditaires du coup de force manqué à Malabo début janvier sont des Équato-Guinéens qui ont contacté d'ailleurs un ressortissant français pour mener la manœuvre en lui remettant d'ailleurs 500 000 € selon ses déclarations. Alors, est-ce qu'on peut dire concrètement qu'avec ces révélations et les poursuites d'ailleurs engagées à Malabo, le Tchad peut être considéré comme étant loin d'une accusation équato-guinéenne? Non, mais je pense que vous savez comment le pays colonisateur a toujours fonctionné. Au départ, ils avaient leurs grosses entreprises comme Elf, qui était le bras armé de la France dans ces pays d'Afrique et particulièrement les pays d'Afrique centrale. Ces grosses entreprises organisaient, faisaient et défaisaient les gouvernements. Donc ça les plaisait, mais comme ça. C'était ça. Ils déstabilisaient les États, ils reconstituaient certains États à leur convenance. C'est ce qu'ils ont fait. Arrive une période où effectivement, d'où à l'époque, il y avait les bandes français, des militaires français qui gesticulaient un peu partout pour pouvoir déstabiliser les régimes qui ne correspondaient pas à leurs désirs. Très bien. Maintenant, arrive un moment où, effectivement, eh bien, ils ne peuvent plus directement agir, ils ne peuvent plus directement intervenir. Alors, que font-ils? Ils financent. Quand ça ne va pas, comme la Guinée équatoriale, ça ne les plaît pas. Le Tchad, ça ne les plaît pas. Je rappelle qu'entre-temps, le Tchad, il y a encore un mois, a annoncé que tous les contrats qui ont été signés pour ce qui concerne l'occupation des bases militaires ou au Tchad ne seront pas automatiquement renouvelés. Ça ne les plaît pas, tout cela. D'où ils cherchent toujours à déstabiliser. D'où le coup, la tentative de déstabilisation en Guinée équatoriale. Mais ils ne vont plus directement comme ils le faisaient à l'époque. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils utilisent malheureusement nos frères africains pour cela. Et ils financent. Que dit le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale? Il dit une chose très simple. Il dit, eh bien, il y a eu, bien évidemment, l'utilisation de citoyens guinéens équatoriens, ou même d'un autre Africain. Pourquoi pas? Ça peut être un Camerounais, ça peut être un Tchadien, ça peut être n'importe qui. Pour eux, l'essentiel est qu'il y ait un être humain noir qui fait le boulot à leur place pour déstabiliser l'autre. Leur profond désir, c'est de déstabiliser. Déstabiliser, pourquoi? Pour s'emparer, bien évidemment, je dirais, des grandes richesses. Maintenant, entre-temps, pour continuer à déstabiliser encore, ils impliquent notre pays. Mais quel est l'intérêt du Tchad d'aller déstabiliser son pays et son frère voisin? Le Tchad est un pays qui cherche beaucoup plus la stabilité. Le Tchad est en tête dans la lutte contre Boko Haram. Le Tchad est en tête dans la lutte du côté du Sub-Sahara. Donc le Tchad est en tête partout.
Et le Tchad a l'expertise d'ailleurs pour lutter contre ce groupuscule terroriste afin d'éviter les déstabilisations dans nos pays. Quel est donc l'intérêt? L'intérêt tout simplement de faire ces effets d'annonce-là, moi j'appelle ça tout simplement pour détourner l'attention. Ah ben dit oui c'est le Tchad, mais pourquoi pas un autre pays? Bientôt ils diront c'est l'Éthiopie qui a voulu, ou bien c'est le Soudan, pourquoi pas? Ils sont capables de tout ça là. Mais ils ont choisi le Tchad à côté, le Tchad est en bisbille avec eux, avec l'Occident, le Tchad est en tête, le Tchad veut négocier des contrats d'occupation des bases militaires dans le pays, et comme ça, et ils n'aiment pas l'expertise militaire du Tchad, parce qu'ils aimeraient bien que c'est eux qui aient le commandement de ces choses-là, de la lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, quand on voit les résultats de la lutte contre le terrorisme, on s'interroge. Donc à partir de ce moment-là, moi je pense que les accusations qui ont été lancées par certains groupes, je dirais, de médias européens, prétextant que c'est le Tchad, sont tout simplement, c'est des leurs. C'est-à-dire on détourne l'attention, mais on sait très bien que qui a financé. Le président de la Guinée équatoriale a dit que cette opération a été préparée où? En France. Financée où? En France. C'est bien ce que confirme le ministre. Et oui, voilà, c'est ce que confirme le procureur général de la Guinée équatoriale, voilà. qui affirme entre autres que ce sont des ressortissants équato-guinéens qui ont donc engagé cette manœuvre-là du côté de Paris et donc remis entre autres 500 000 euros à un ressortissant français, Dominique Callas de Ferluc, qui est d'ailleurs président de l'Institut social de France et de l'Union européenne pour pouvoir organiser la manœuvre. Celui-ci qui a donc par la suite fait ce qui a suivi. D'accord, mais d'où vient cet argent, les 500 000 euros? Vous pensez qu'on trouve 500 000 euros comme ça? Il y a certainement là derrière, je dirais, une personne, une main secrète derrière qui a toute la stratégie qui concerne à déstabiliser la Guinée équatoriale, à déstabiliser le Gabon comme ils ont essayé de le faire, tout le monde le sait, et à s'installer durablement comme ils l'ont toujours fait dans cette zone. Alors, on va voir ce qu'en pense ce téléspectateur qui nous retrouve à l'antenne même à l'instant. Bonsoir messieurs, le plateau de la Palabre intellectuelle vous reçoit. Bienvenue à l'antenne. Allô? Oui, Jean, vous nous retrouvez à l'antenne justement. Bienvenue Jean. Allô? Oui, Jean, nous vous écoutons. Guy Fodor, vous m'entendez? Oui, parfaitement Jean, nous vous écoutons. Allez-y s'il vous plaît. Ah, moi je n'aime pas le retour. Oui, mais allez-y, nous vous écoutons. Oui, alors, je veux intervenir concernant le sujet. Oui, merci. Vous voyez, il y a quelque chose que nous devons comprendre, nous voulons dire à nos présidents et surtout aussi les élites qui sont préparées pour remplacer ces présidents-là en Afrique par l'Occident, et que vraiment de penser à quelque chose et d'être patriote. En quoi faisant? En refusant d'intégrer ces loges maçonniques, mon frère. C'est avec ça qu'on enroule nos présidents avec des chaînes qui ne peuvent plus se débarrasser. Parce qu'on leur impose des idées à obéir. On leur impose jusqu'à la destruction de leur propre pays et ils acceptent au profit des ingrédients qu'on leur donne et qui ne sont que des choses éphémères qui ne vont pas durer. Regardez par exemple les avoirs qu'on gèle, tout ce qu'on fait aujourd'hui aux Africains. Vraiment, nous supplions nos élites et nos présidents d'enlever cette échelle-là, de se débarrasser de ces loges. Ils sont traumatisés. Je le dis souvent, ils sont traumatisés. Si bien qu'il ne faut qu'obéir. Pour que l'Afrique, vraiment, il va falloir qu'ils se libèrent pour que l'Afrique reprenne sa force de discuter à pas égal avec notre interlocuteur ou bien celui qui vient chez nous pour négocier, quoi que ce soit. Quand on est libre, Guy Fondop, on discute, on réfléchit et on cherche les voies et moyens pour le bien-être de sa population. Mais quand on est enroulé dans cette loge maçonnique, vraiment, Guy Fondop, c'est au chaud et c'est ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Il va falloir un sursaut de nos élites et de nos présidents qui militent toujours dans cette loge-là, de dépasser cette peur-là
et de faire face à la réalité. Je vous remercie. Merci à vous, Jean, depuis les États-Unis, pour cette contribution au standard de la télévision panafricaine. La palabre intellectuelle qui entame sa dernière ligne droite. Et je vous le disais tout à l'heure, désormais, nous avons un nouveau format dans l'émission. C'est que vous nous retrouvez dès 16h30 GMT, permettez, et ce, jusqu'à 18h30 GMT pour mieux échanger avec nous sur le plateau de la palabre intellectuelle. Échanger sans tabou, qu'importe votre point de vue, vous nous retrouvez en direct. Et je me retourne vers vous, Jean Gouem, pour cette dernière ligne droite. Et je vais vous montrer davantage de réactions donc, autour de cette actualité qui nous vient de la Guinée équatoriale. Désormais, les personnes seront poursuivies sur place en Guinée équatoriale. Est-ce que cela, pour vous, vous semble une avancée dans ce dossier? Parce que jusqu'à présent, il y avait encore beaucoup de soupçons quant à ce que des poursuites devaient être menées plutôt dans d'autres pays, parce qu'il y a quand même beaucoup de ressortissants étrangers. Mais ces personnes qui ont été interpellées sur le territoire équato-guinéen seront poursuivies en Guinée équatoriale. Oui, mais je pense que la justice doit passer. C'est le rôle de la justice à partir du moment où des hommes et des femmes ont été interpellés dans le cadre d'une opération de déstabilisation d'un pays, avec un objectif même ultime, extrême, c'est-à-dire assassiner son chef d'État. Donc la justice doit passer. La justice, je dirais que vous avez d'un côté la justice institutionnelle qui doit passer pour montrer l'exemple, pour montrer que cela ne doit pas se reproduire. Mais il y a aussi la justice populaire, celle qui consiste à continuer maintenant à soutenir l'action de ce gouvernement et de son président. Et nous avons vu, bien évidemment, des manifestations de soutien pour cela. Donc, il faut que cette justice passe. S'il y a des hommes et des femmes qui ont été arrêtés et sont bien évidemment à l'intérieur de la Guinée équatoriale, eh bien, il faut que ces personnes-là soient soumises aux mains de la justice qui tranchera à partir des éléments qui seront établis. Cela dit, j'espère et je pense très bien que la Guinée équatoriale va également saisir certaines instances au plan international pour pouvoir faire en sorte que ce Français dont on accuse aujourd'hui d'être dans cette affaire, puisse également être au moins écouté. Donc, il y a les voies et les moyens au plan international pour pouvoir le faire. Maintenant, je dirais de manière globale, cette affaire-là, nous devons tirer des leçons. Voyez-vous, aujourd'hui, un pays comme la Guinée équatoriale, c'est un grand pays, c'est un grand peuple, mais tout seul ne peut rien faire. Et je vous le dis. Un pays comme le Cameroun, nous sommes des grands peuples, mais nous sommes un peu émiettés un peu partout. C'est pour cela que plus que jamais, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et ça se multiplie ici, parce que les pays occidentaux veulent multiplier les conditions de déstabilisation pour pouvoir diviser et mieux encore asseoir. Donc, ce n'est pas surprenant si vous voyez la justification des pays, des grands pôles qui arrivent, la Russie, l'Inde, la Chine, les États-Unis maintenant qui commencent à bouger, la France qui était dernièrement encore au Sénégal. Donc ce n'est pas pour rien. Nous, l'Afrique là, mais quel est donc le pôle Afrique? Quel est le pôle de l'Afrique centrale? Regardez ces derniers mois, ce qui s'est produit ici en Afrique centrale. La déstabilisation du Gabon. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point le Gabon a failli être déstabilisé. À quel point. Heureusement que le président actuel a tenu bon. Regardez, entre-temps, la déstabilisation de la Guinée équatoriale qui a été organisée. Regardez également ce qui se passait avec les accusations venant des États-Unis pour déstabiliser également le Tchad. Mais regardez ce qui se passe dans nos pays. Vous pensez qui est derrière, je dirais, qui est derrière ce qui se passe actuellement depuis un certain temps sur le Cameroun? Heureusement que nous avons des institutions qui sont fermées là-dessus, qu'on ne peut pas déstabiliser un peuple uni. Donc regardez tous ces pays d'Afrique centrale et tous ces grands pays d'Afrique centrale qui sont grands au plan numérique, mais grands également en termes de production de matières premières et beaucoup d'autres choses. Donc à partir de ce moment-là, plus que jamais, nous devons tirer les leçons. Les leçons, c'est quoi? C'est d'avoir, face par exemple aux pays de grandes puissances qui arrivent, nous devons organiser un pôle. Comme le disait tout à l'heure un téléspectateur, avoir un ou deux think tanks qui nous conseillent, qui orientent nos chefs d'État. Et nous organiser, agir également en meute. Il faut chasser en meute. Parce que les autres le font, les Américains le font avec les Occidentaux. Nous devons chasser en meute. Mais c'est quoi chasser en meute? C'est très simple. Nous devons converger, avoir des politiques de convergence étrangère,
avoir une politique agricole commune, avoir une politique de défense commune. Le problème est posé actuellement, c'est plus que jamais. Une politique de défense commune, une politique de protection sociale commune, une politique de protection de nos biens communs, une politique de l'éducation et de recherche et développement commune. C'est comme ça que nous pourrions tout simplement réussir et faire en sorte qu'au moins dans ce sous-ensemble qui est l'Afrique centrale, nous ayons un pôle fort et qui fortifie d'ailleurs nos gouvernements régionaux. Merci à vous. Et nous retournons au standard avec cet appelant qui arrive à l'instant. Bienvenue au standard. Allô? Oui, vous êtes au standard depuis quelques instants, depuis un petit moment maintenant, et nous vous recevons en direct. Merci de nous retrouver. Bonsoir, c'est Monsieur Abou depuis le Royaume-Uni. Bonsoir, Monsieur Guy Fondop. Oui, Monsieur Abou, merci de nous retrouver. Retrouver ce soir. Je salue tous les techniciens. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de cette occasion pour plutôt parler de mon admiration que j'ai pour votre éminent invité, M. Gouem, sur votre antenne, parce que il excelle dans le domaine, disons, de l'établissement, création d'établissements, pour pouvoir former les jeunes Africains, qui pour moi est le panafricanisme réel, pragmatique, parce que c'est la génération future qui va faire vraiment la renaissance africaine. Et une génération future bien formée, comme il a établi son école, avec des professeurs, éminents professeurs comme lui, et avec un programme qui est typiquement africain, et un programme qui répond aux besoins africains, c'est-à-dire que les besoins technologiques, les besoins de la créativité, les besoins d'émancipation dans la créativité de notre propre technologie. Je ne peux que applaudir parce que c'est dans le domaine que moi je m'inscris, et lui il m'a déjà précédé, il a déjà excellé là-dedans, donc je lui montre toute mon admiration parce que c'est ce dont l'Afrique a vraiment besoin, parce qu'il est de la même ligne que le président d'Afrique Média, c'est-à-dire que c'est ceux-là qui font le pragmatisme, le panafricanisme pragmatique. Et dans la même ligne que Idriss Déby, ben lui c'est du côté défense. Donc lui dans l'éducation, il est actuellement un pionnier par rapport à son école qu'il a établie au Cameroun, qui va réunir tous les techniciens, les grands professeurs, et qui va former des jeunes Africains, leur apporter toute la dignité, leur permettre de s'exprimer, d'exprimer leur talent technologique. Et demain, on pourra avoir de cette école-là notre première bombe atomique. On pourra avoir notre propre technologie en matière de solaire. On aura des voitures qui vont rouler avec l'énergie solaire. Bon, tout ça, c'est sur ce que nous on travaille. C'est ce qui est réel. C'est ce qu'on, un truc comme on appelle ça, c'est ce qui est pratique et pragmatique dont on a besoin. Donc, c'est des gens comme ça que moi j'admire. C'est des gens comme ça que pour des gens comme ça que je prie tous les jours, parce que moi c'est dans ce genre-là que je travaille. Et lui demander s'il peut nous donner son website. Comme ça, nous aussi, on peut les soutenir financièrement, tout, parce que nous, c'est ça qui est réel. Le bavardage est bon, mais ça c'est pragmatique. Quand on crée les écoles et on forme nos petits frères, nos parents africains, c'est ce qui est réel. Parce que la formation, actuellement, pourquoi nous sommes fiers quand nous sommes en Europe, c'est à cause de la formation que nous avons réussi, que ce soit en Afrique qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous l'enlever. Que vous ne nous aimez pas, vous nous aimez, vous ne pouvez rien nous faire, parce que moi, je peux vendre mon talent partout. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque de l'homme. Et ça, je ne l'ai pas volé, je l'ai appris. Vous comprenez? Donc, c'est ça que nous, on veut toujours dire à nos frères africains, au lieu de leur donner le poisson, nous, on veut toujours leur apprendre à pêcher le poisson d'eux-mêmes. Et ça va faire qu'ils seront fiers et ils seront dignes. Et quand quelqu'un est digne, il ne peut que réussir partout. Il est ce qu'on appelle un homme complet. Voilà. Et il n'a plus peur de l'européen, il n'a plus peur du blanc, du jaune, du rouge. Il est fier. Donc, il est un homme à part entière. Donc, c'est ça, il faut donner de la valeur à nos jeunes frères africains. Il faut leur donner de la valeur en les formant, en leur disant que
vous aussi, vous pouvez créer. Les Russes ne sont pas mieux que vous, les Chinois ne sont pas mieux que vous. Parce que c'est ce que les Chinois ont fait pour leur révolution. C'est l'éducation. C'est par l'éducation qu'ils sont remontés au niveau où ils sont. Vous comprenez? Donc, c'est par là aussi que nous devons passer. Donc, c'est ça un peu mon intervention aujourd'hui. C'est vraiment applaudir votre invité et lui dire combien de fois mon admiration et que nous sommes dans cette vraie lutte-là. C'est ça qui est la vraie lutte, à côté de la lutte politique et monétaire, tout ça. Mais la lutte de l'éducation, c'est ça qui va ouvrir la mentalité et qui va donner l'esprit très haut à nos jeunes frères, à la génération future, qui vont savoir que eux aussi, ils sont très compétitifs, ils sont créatifs et ils peuvent emmener l'Afrique là où nous voulons que l'Afrique soit, où l'Afrique devait être, parce qu'elle est berceau de l'humanité. La patrouille, l'amour, nous vaincrons, c'était M. Abou depuis le Royaume-Uni. Ok, bonne continuation. Merci à vous, Monsieur Abou, depuis le Royaume-Uni et le Standard qui est toujours ouvert. Les différents numéros de téléphone sont au bas de votre écran. Vous nous retrouvez en direct et le principe est le même. Vous contribuez à cette autre édition de La Palabre intellectuelle. Et je vous le rappelais tout à l'heure, le principal fait marquant de l'actualité qui nous intéresse ce soir, c'est bien sûr l'engagement de la Russie à stabiliser la République centrafricaine. Depuis le mois de décembre, Moscou se bat pour que les choses reviennent à la normale dans le pays. D'ailleurs, on se souvient de la démarche engagée auprès des Nations Unies pour la levée de l'embargo parce que Moscou voulait bien soutenir militairement la RCA. Et finalement, cet embargo a été prononcé, même si elle n'a été que partielle, elle a été prononcée, permettant donc à la Russie d'envoyer les premières cargaisons d'armes et de munitions à la République centrafricaine. Et puis par la suite, Moscou est allé encore un peu plus loin pour s'engager dans la formation. Rappelez que c'est toujours les Nations Unies qui lui ont donné d'ailleurs cette autorisation de pouvoir former les éléments des forces armées centrafricaines pour que ceux-ci puissent valablement combattre pour la stabilisation de leur pays. Et aujourd'hui, Moscou continue donc dans cet élan de formation et d'équipement des forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine. Je vous propose de retourner à la rédaction de la télévision panafricaine avec Linda Ndedi qui nous en dit un peu plus autour de cet engagement de la Russie. En décembre, après de longues négociations avec le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie avait été autorisée à donner un stock d'armement conséquent à la République centrafricaine. Moscou avait également reçu l'autorisation des Nations Unies d'entraîner les militaires centrafricains à l'utilisation de ces armes. Puis les instructeurs sont arrivés à Bangui et un camp d'entraînement militaire a été installé à Berengo, dans le sud-ouest du pays. Un soutien au FACA apprécié dans la région. Pour Roger Okwapengia, le maire de la commune, la présence des formateurs russes ne pose aucun problème. Le maire soutient d'ailleurs que les amis russes viennent prêter main forte au FACA pour qu'ils défendent le pays. Début octobre, à l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le président centrafricain Michel Archange Touadéra s'était rendu à Sochi, en Russie, et avait alors sollicité le soutien de Moscou pour la stabilisation de son pays. Un appel bien suivi par Moscou. Et nous revenons sur le plateau de La Palabre intellectuelle et toujours le Standard. Vous nous retrouvez en direct. Alors que vous inspire cet engagement de Moscou en République centrafricaine? La Russie peut-elle stabiliser la RCA telle qu'elle s'est engagée à le faire depuis plusieurs mois maintenant? Et tout à l'heure, M. Ngouem, on parlait de cette rapidité dans l'exécution de cet engagement de Moscou. Tout est allé très très vite. On était au mois de décembre dernier quand on a entendu parler de cette volonté de Moscou de faire en sorte qu'il y ait cette levée de l'embargo en RCA pour qu'elle puisse équiper les FACA, les forces armées centrafricaines. Et finalement, ça a été le cas. Il y a eu une levée partielle de cet embargo et Moscou a donc fourni les premières cargaisons d'armes, je le disais tout à l'heure, pour le grand bonheur de ces forces centrafricaines qui jusqu'ici étaient plutôt une armée sans armes. C'est vrai, en l'état actuel, ce qu'on peut observer tout simplement, c'est que ce soutien de la Russie, eh bien, il se passe dans des conditions de reconnaissance internationale. C'est l'ONU qui a donné le feu vert, d'abord, pour lever cet embargo et livrer les armes. C'est l'ONU qui a donné le feu vert pour que les instructeurs de la Russie aillent directement sur le territoire pour former. Et puis, c'est l'ONU maintenant qui donne le feu vert pour
que la Russie, tout simplement, parce que c'est une série quand même de résolutions qui ont été votées dans ce sens-là, pour que la Russie puisse permettre d'apporter la stabilité à ce pays. Je rappelle quand même, il faut le savoir, c'est que c'est un pays qui est dans un état de guerre depuis un certain temps. Et qui était derrière, à l'intérieur et à l'extérieur, et autour? Mais c'est la France. Mais si depuis des années, la France n'a pas pu apporter la stabilité nécessaire, et que le président actuel, le gouvernement actuel, mais est obligé de recourir quand même à une autre puissance qu'est la Russie. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut constater, c'est que comme vous l'avez souligné, mon cher Guy, c'est que ça s'est passé très vite. Très vite, pourquoi? Parce que même les Nations Unies et un certain nombre de pays aux Nations Unies ont fini par comprendre que les pays, que ce soit les pays européens occidentaux, en tête la France, les États-Unis, ce n'est pas autre chose que l'hypocrisie. D'une part et d'autre part, l'inefficacité totale. Et qu'ils ont vu la démonstration de l'efficacité de la Russie ou en Syrie. Rappelons tout simplement que quelles sont les personnes qui sont derrière la déstabilisation de la Syrie? C'est les mêmes personnes. Donc la Syrie arrive et dit, moi, il faut arrêter cela. Et jusqu'à maintenant, la Syrie aide le président Assad pour pouvoir stabiliser le pays et faire en sorte que, bien évidemment, le terrorisme et d'autres activités militaires qui règnent là-bas puissent retrouver le calme. Donc, je crois qu'il est important qu'après l'échec de la France et des États-Unis d'ailleurs, qu'un autre pays comme la Russie, qui est un grand pays, bien évidemment, puisse apporter son soutien pour la stabilité. Premièrement. Deuxièmement, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que, comme le disait tout à l'heure un téléspectateur, nous sommes dans un environnement multipolaire. La Russie, c'est vrai, la Russie, c'est aussi un pays qui cherche à se positionner depuis un certain temps en Afrique. Et la seule différence avec les autres pays, c'est que la Russie n'a jamais cherché à déstabiliser un pays africain, un gouvernement africain. Non, la Russie a toujours cherché, bien évidemment, des relations de coopération avec, orientées vers, je dirais, son idéologie, à l'époque, l'Union soviétique. Donc, le monde est actuellement multipolaire. Et je rappelle tout simplement que nous avons besoin aujourd'hui, nous, en Afrique, et particulièrement en Afrique centrale, d'être une force de pôle qui, bien évidemment, quand on accueille des pays comme la Russie qui intervient actuellement en Centrafrique, mais ça devait être passé par le pôle Afrique centrale, c'est-à-dire une politique de convergence militaire en Afrique centrale, une politique de convergence des affaires étrangères en Afrique centrale qui permettent et discutent avec les autres pôles, c'est-à-dire avec les pays comme la Russie ou bien comme la Chine aussi, qui prétend aussi vouloir s'installer, pas via les moyens économiques comme ils le font, mais via aussi des bases militaires. Donc je pense sincèrement que c'est très bien. C'est très bien que ça nous permet de nous diversifier, de recevoir bien évidemment le soutien d'un certain nombre de pays. Donc la Russie qui apporte sa stabilité, qui apporte son expertise, qui est aussi une force d'opposition, de contradiction par rapport à l'hégémonie américaine. Et par rapport aussi à la Chine aussi, qui a aussi des prétentions. Mais il faut qu'en face, la République centrafricaine, elle, toute seule, ne pourra pas s'opposer. Il faut tout simplement que ce dossier-là, normalement, aurait dû être discuté au niveau de l'unité africaine. Mais qu'importe, nous sommes dans une sous-région où il est plus facile parce que nous avons des convergences culturelles, des convergences économiques, des convergences de politique étrangère et des convergences en termes d'éducation. Nous devons tout simplement, le dossier de la République centrafricaine, comme le dossier du Congo actuellement, devaient être les dossiers pour lesquels nous devons nous battre ici pour qu'il y ait une unité totale, je dirais, de position. C'est-à-dire recevoir, par exemple, la Russie en Centrafrique, oui, mais il faut qu'il y ait une unité qui dise à la Russie ou à la Chine, voilà les conditions d'entrée, voilà les conditions d'installation, voilà ce que nous demandons en contrepartie, et que tout ceci soit fait de manière transparente et sous les bases égales. Donc c'est normal, tout simplement. Moi je ne dis pas non, mais je dis tout simplement que, mais où sommes-nous? Où sommes-nous, le pauvre Afrique centrale? Où sommes-nous? Donc nous avons besoin. Moi j'en appelle, je lance un appel vibrant à nos chefs d'État, surtout de cette sous-région. Parce que nous avons beaucoup d'éléments communs dans cette sous-région et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas converger vers les politiques communes pour pouvoir recevoir les autres pôles. Il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a les États-Unis et les pays européens, il y a la Russie. Nous devons parler pôle contre pôle. Nous sommes dans un monde multipolaire. Alors, Jean Gouem, est-ce qu'on devrait s'attendre à voir le même engagement russe en Syrie, en République centrafricaine? Parce qu'en Russie, en Syrie,
il y a un engagement militaire beaucoup plus important avec des bombardements qui, jusqu'ici, ont énormément soutenu l'action des troupes de Bachar al-Assad sur le terrain. Alors, jusqu'où, de votre point de vue, ira la Russie avec cet engagement que nous avons précisé dans la stabilisation de la République centrafricaine? Mais je pense que l'engagement de la Russie dépend également, je dirais, de la position politique du gouvernement centrafricain. Mais cette position politique du gouvernement centrafricain ne peut être forte et puissante que si cette position est appuyée par les États de l'Afrique centrale. C'est pour ça que je parle de pôle. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Il faut savoir, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Avant la Syrie, la Libye a été déstabilisée dans des conditions inacceptables. C'est-à-dire que l'ONU avait donné le feu vert à la France et aux États-Unis, pas d'intervenir, mais de constituer une commission d'enquête pour regarder ce qui se passait sur la région de Benghazi. Et M. Sarkozy, à l'époque, et les Américains de l'époque, ont profité de cette résolution pour cacher une intervention militaire qui a conduit à la déstabilisation de la Libye. Voilà ce qui s'est passé. Alors que cette résolution avait été votée avec l'accord de la Chine et de la Russie. Donc la Russie s'est dit, mais on s'est fait berner dans cette histoire-là. Et du coup, la Russie s'est dit, cela ne se passera plus comme ça en Syrie. Et c'est pour ça qu'en Syrie, la Russie a jeté toutes ses forces dans cette bataille-là pour dire, ça ne se passera plus comme ça. D'autant plus que ce sont ces mêmes pays occidentaux qui sont derrière la déstabilisation de la Syrie. Il ne faut pas l'oublier, tout simplement. La Syrie a été stable jusqu'à maintenant. La Syrie a été un pays prospère. La Syrie a été gouvernée sur le base, je dirais, institutionnelle, laïque. Le parti Baas qui était là, eh bien, c'était un parti qui gouvernait de manière laïque. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la Russie a tiré les leçons de ce qui s'est passé en Libye et s'est dit, pour ce qui concerne la Syrie, eh bien, ça ne se passera plus comme ça. Je vais intervenir. Maintenant, pour en revenir à la République centrafricaine, est-ce que la Russie peut intervenir? Je pense qu'il y a de bonnes raisons que la Russie intervienne beaucoup, parce que la Russie a besoin, bien évidemment, de s'implanter en Afrique, pour des raisons économiques et pour des raisons militaires aussi, d'avoir aussi les bases en Afrique. Il n'y a aucune raison. C'est qu'il y a des bases avancées des États-Unis directes en Afrique, soit par la France, soit direct. Il n'y a aucune raison que la Russie ne puisse pas aussi avoir des bases. Donc, d'où cette porte-là qui lui est ouverte. Mais je dis tout simplement que nous avons un besoin, ici en Afrique centrale, je lance un appel vibrant à nos chefs d'État pour qu'ils comprennent qu'on ne doit pas laisser la République centrafricaine avancer seule dans ce dossier. Il faut qu'il y ait une position commune qui discute avec la Russie. Mais la Russie a tout intérêt, comme nous aussi on a tout intérêt, à multiplier, à diversifier nos relations avec la Russie, avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde, ainsi de suite. Mais la Russie veut vraiment s'installer. Et ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Donc c'est une première approche militaire là qu'ils font, mais ils vont continuer tout simplement à renforcer. Dans quelques jours, vous verrez encore qu'ils vont demander à installer toute une base qu'ils vont totalement contrôler. Et vous verrez, c'est un désir de la Russie de vouloir s'installer. Et j'ajoute quand même que la Russie n'a jamais déstabilisé un pays en Afrique. Et quand on regarde l'histoire très bien, c'est souvent les États-Unis et la France qui ont déstabilisé les pays africains parce qu'ils en ont fait leur chasse gardée. Un peu avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. La Russie, et à l'époque, donc l'Union soviétique, avait des relations en Afrique, dans un certain nombre de pays en Afrique, dans le sens idéologique, en termes de coopération idéologique et tout simplement économique. Maintenant, le monde s'est écroulé en 1989, l'Union soviétique s'est éclatée, les pays occidentaux avec les États-Unis en tête ont cru, bien évidemment, installer leur hégémonie au plan international, oubliant que la Russie va se réveiller un jour, parce que la Russie, c'est un grand peuple, les Russes, c'est un grand peuple. La Russie, c'est un vieux peuple, c'est une vieille civilisation. Et là, ils sont en train de se réveiller. Et c'est comme ça qu'il est normal qu'on retrouve, avec la Russie, avec la Chine, on peut retrouver, je dirais, un équilibre géopolitique dans le monde entier, à condition que nous aussi, Africains, nous soyons dans ce jeu d'équilibre-là. Parce que si nous sommes absents, alors je ne sais plus. Dans ce cas, soit effectivement, je dirais que nous sommes une belle femme, nous, africaines, et ils viennent chez nous, soit tout simplement, tous ces pôles-là viennent pour s'accaparer, se partager les richesses des Africains. Donc, il est tout intérêt. Le Cameroun, tout ça, ne peut rien faire. Donc, il y a tout intérêt à ce que nous soyons unis pour pouvoir constituer aussi un pôle qui est une force à la fois,
diverge, qui va sur différentes branches, une branche économique, une branche de l'éducation, la recherche et le développement. C'était déterminant. Nous avons beaucoup de choses et nous avons des matières premières qui nous permettent bien évidemment soit d'utiliser dans nos recherches et nos recherches et développement, soit d'en vendre une partie pour pouvoir apporter les devises et développer beaucoup de technologies chez nous. J'ajoute ici que nous avons également tout intérêt à nous armer et avoir une armée de défense commune. Parce que de toute façon, si on met de l'argent sur la défense, c'est cet argent-là, ben, ça sert au développement et après, ça sert tout simplement au pays. Et c'est comme ça qu'on développe bien évidemment tout le pays. Nous avons tout intérêt. Il faut laisser la Russie venir. Il y a tout intérêt. C'est la diversification. Mais soyons pas absents. Je dis que nous ne devons pas du tout être absents. Et en ce moment, je crains beaucoup pour la République centrafricaine, qu'elle soit seule, en face, en train de débattre avec la Russie, comme le font les autres qui débattent. Regardez comment la Guinée équatoriale est déstabilisée, parce que la Guinée équatoriale est seule. Regardez le Tchad, comment déstabiliser, même si le Tchad montre les signes très forts. On voit maintenant le ministre des Affaires étrangères russe venir maintenant, parce qu'il veut absolument rétablir les relations, et il veut nous montrer qu'il a oublié les propos d'état de merde qu'il disait. Donc, tout ceci font que si nous sommes seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Et là, j'insiste là-dessus. Il nous faut une unité dans nos politiques et il nous faut des think tanks qui permettent d'orienter nos politiques et assurer la défense de nos intérêts. Merci à vous et nous retournons au standard de la télévision panafricaine à présent avec vous qui êtes à la maison. Vous nous retrouvez à l'instant. Alors que vous inspire cet engagement de la Russie en République centrafricaine? Est-ce que Moscou peut finalement permettre une stabilité durable de ce pays? Nous nous interrogeons avec vous qui êtes à la maison, qui rentrez très certainement du boulot pour vous qui êtes en Afrique et qui rentrez donc à l'instant du boulot. Nous vous retrouvons en direct. Vous nous retrouvez également et vous commentez cette actualité centrafricaine avec nous. Et rappelez que toujours dans l'actualité, il y a également la visite du secrétaire, la tournée africaine du secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui est en ce moment à N'Djamena, la capitale du Tchad, et une visite d'ailleurs très prometteuse si on s'en tient en tout cas aux déclarations du ministre tchadien des Affaires étrangères autour de ces déplacements du secrétaire d'État américain. Le Tchad devrait sortir de la liste noire des États-Unis concernant l'immigration. On parle ici bien sûr de ces pays-là dont les ressortissants ne peuvent plus atterrir sur le sol américain. En tout cas, je parle ici, à moins que ces ressortissants ne soient nés des conditions assez spécifiques. Et voilà, rappeler également que cette visite devrait permettre à Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain qui a donc atterri à N'Djamena, je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir également rassurer l'opinion quant à ces accusations qui avaient été portées par la justice américaine contre le président Idriss Déby Itno, accusé de corruption par cette justice américaine, de pot de vin, accusé donc d'avoir touché un pot de vin de 2 millions de dollars américains au profit d'un contrat pétrolier à des Chinois, avait-on appris. Alors, que vous inspire également ce déplacement de Rex Tillerson au Tchad? Nous vous écoutons également sur cette actualité et je vous le disais, le standard est ouvert. Et d'ailleurs, on y retourne tout de suite avec ce téléspectateur. Bienvenue à vous. Bonsoir messieurs, merci de nous retrouver en direct. Oui, bonsoir Guy Fondon. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est moi qui suis en ligne. Oui, vous êtes en ligne et nous vous écoutons oui, à présent. Okay. Oui, bonsoir Guy Fondon et bonsoir Afrique Média et bonsoir aux techniciens qui nous permettent de communiquer avec vous. Guy Fondon, je vais intervenir juste sur le sujet de la Russie. Juste pour dire ceci, la Russie a fait ses preuves en Syrie quand elle a promis de protéger la Syrie contre l'invasion impérialistes qui étaient les États-Unis, la communauté européenne. Et elle a tenu jusqu'au fond sa promesse. Et aujourd'hui, si la Syrie est stable, c'est grâce à la Russie. Elle a fait tout le possible pour pouvoir stabiliser la Russie, même la Syrie. Et même si les problèmes continuent, ils sont présents et ils aident Bachar al-Assad aujourd'hui. Et ça avance. Moi, je pense que l'Afrique devrait saisir cette occasion pour pouvoir stabiliser le continent. Parce que si la Russie elle a promis, elle le fera. Et elle a démontré aux yeux du monde qu'elle a la puissance militaire pour pouvoir s'imposer face aux États-Unis
et à la communauté européenne sur le plan militaire. C'est-à-dire que s'ils ont donné la parole, ils feront le possible pour pouvoir stabiliser l'Afrique. C'est évident qu'ils ne viennent pas pour notre bien, ils viennent pour leurs intérêts. Mais le fait que la Russie se présente sur notre continent, que la Russie vienne sauver le continent, va permettre de remélanger les cartes du Fondop. Ça va permettre à l'Afrique, aux Africains d'avoir le temps de remélanger les cartes et de mieux contracter, de mieux refaire les accords avec les pays occidentaux, avec déjà la Russie, donc renégocier mieux les accords. Et je suis sûr que la Russie, pour pouvoir gagner un tout petit peu qu'il n'a pas du marché africain, il sera prêt à nous aider. La Russie est le seul pays dans le monde, je dis le seul pays, la Chine essaye, mais avec beaucoup de crainte, c'est le seul pays qui essaye de rendre ce monde bipolaire, c'est-à-dire d'arracher la monopolarité du monde entier aux États-Unis et de la rendre légèrement bipolaire. Malheureusement, l'Union européenne s'est neutralisée et s'est pliée au diktat des États-Unis. Et la Russie est la seule aujourd'hui, la seule force qui réussit à bipolariser le monde. Et je pense que c'est la seule force qui permettra de tripolariser le monde, c'est-à-dire de créer le bloc occidentaux-américain et le bloc russe, chinois et autres, et le bloc africain. Et peut-être bipolariser, insérer l'Afrique dans ce bloc russo. Mais il faudra que l'Afrique pense à créer son bloc à lui, parce que c'est un bloc très puissant. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité pour les pays africains, qu'ils l'exploitent au maximum. Comme je l'ai dit hier, c'est la poule. L'Afrique aujourd'hui, c'est la poule aux œufs d'or et elle doit se vendre aux enchères au plus gros prix possible. Les enchères doivent commencer au top niveau parce que tout le monde est prêt à jouir de cette poule. Merci Guy Fondop et bonne continuation. Merci également à vous pour cette intervention au standard de la télévision panafricaine. L'instant consacré à vous, téléspectateurs, nous y restons et nous vous donnons la parole. Vous nous retrouvez en direct. Les différents numéros de téléphone sont au bas de votre écran. Alors que vous inspire cet engagement russe en République centrafricaine? La question est posée au standard. Nous vous écoutons et on va prendre cet appelant. Bienvenue à vous. Bienvenue au standard, madame. Vous nous retrouvez en direct. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas madame Siki. Oui, messieurs, vous nous retrouvez en direct. Excusez-nous, s'il vous plaît, vous nous Bonsoir, retrouvez en direct. Bienvenue sur Afrique Média. Bonsoir. Monsieur Guy, vraiment, j'ai le tout de l'air. Au moins, pour la première fois, nous, Africains, on peut au moins avoir un bon petit sommeil aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, voilà, déjà la Russie, d'abord, je ne veux même pas trop bavarder. Ce qu'on chante tous les jours, ça commence à tourner dans les oreilles. Monsieur Guy, pourquoi? Parce que, vraiment, je suis très content. Il faudrait que la Russie s'installe et qu'on fait d'égal à égal. Je vous avais dit un jour que qui est le premier ira le dernier. La France serait le dernier parmi les continents sur cette terre. Oui. Pourquoi? Parce que ce que la France a semé, il est temps qu'il le récolte. Papa Guy Fondop. Oui. Il doit la récolter aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui. Quand nous, on comprend déjà que la Russie est descendue en Centrafrique, on est très content. Je n'ai même pas trop à dire pourquoi, parce que beaucoup des Africains sont contents. Il faut que les filles donnent la parole. Merci, monsieur Guy. Merci à mon directeur général. Merci au président Banani, mon maître, tout ce que ça comporte. Je suis très content, monsieur Guy Fondop. Bonsoir. Merci également à vous pour cette intervention au standard de la télévision panafricaine. Vous nous retrouvez en direct et vous contribuez à cette autre édition. Encore une quinzaine de minutes et nous serons partis. Nous avons un autre appelant. Bienvenue au standard. Vous nous retrouvez à l'instant. Bienvenue. Oui, bonsoir, bonsoir aux panélistes. Bonsoir. Tout ce que je pense, c'est que l'avenir de la Russie, elle est vraiment importante. Mais c'est à nous maintenant de tirer les ficelles. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce que nous gagnons derrière eux? Parce que c'est aussi des blancs. Nous devons d'abord mettre entre parenthèses qu'il n'y a pas de bons blancs, il n'y a pas de bonnes blanches. Maintenant, c'est à nous de savoir toujours qu'entre les crochets,
parmi ces mauvais blancs et ces mauvaises blanches, il y a une espèce qui ne s'est pas mêlée dans les affaires d'esclavagisme ou de colonisation. Donc, apparemment, à vue d'œil, devant nos yeux, c'est la Russie. Alors, on peut les appeler, être avec eux et maintenant opter pour un gagnant-gagnant. Et entre-temps, il faudrait que notre population, nous plus précisément les Noirs, que nous sachions que nous devons être unis. Et pour être unis, nous avons besoin des nationalistes, des patriotes. C'est la toute première des choses que nous devons penser. Et comment cela peut se passer? Ça veut dire que même les partis des positions que nous avons, il faut que ce soit des partis nationalistes que si demain ils viennent au pouvoir avec un projet de loi pour la population, nous les soutenons et dissoudre les partis qui ont leurs âmes en Europe ou aux États-Unis. C'est très important. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Chine. On va vous dire que la Chine a enlevé les 2 mandats et consorts. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils ont passé plus d'une 60aine d'années à sensibiliser la population et à investir. Mais regardez chez nous, nous n'avons pas de l'eau. Je prends seulement le quartier, seulement de Ngoussountem et autres. Depuis que nous sommes là plus d'une 30aine d'années, on n'a pas de l'eau. On n'a pas d'eau. C'est normal. Sans compter les autres quartiers de Yaoundé, nous n'avons pas d'eau, de l'électricité, du gaz, ni des routes. Alors, le développement est trop avancé chez les Asiatiques. La population a compris que leur gouvernement qui est là, même si c'est un village qui les garde, il les offre, il les donne ce qui est palpable. Donc, à nous, entre nous les Noirs, d'être unis dans la sous-région de l'Afrique centrale et comprendre que l'ennemi commun, c'est le blanc, et que nous soyons prêts à les combattre, et combattre aussi nos nationalistes, nos frères qui ont les armes en Europe, les combattre, les écarter. Donc, et je rappelle à la Guinée équatoriale qu'elle fasse attention, qu'elle ne pense pas qu'elle est déjà arrivée, parce que les Blancs, ils ont une dernière coupe. Ils viennent chez vous, ils peuvent même faire 20 ans chez vous pour retravailler la population, et le lendemain, après peut-être 18, peut-être même la 19e année, vous vous rendez compte que le pays s'est détruit par l'homosexualité, par le lesbianisme, par les viols, par les enlèvements, les crimes rituels. Donc que la Guinée équatoriale comprend bien qu'ils ont du travail et éviter que ces Blancs s'implantent comme ils se sont implantés en Afrique du Sud et consorts. Je vous assure que c'est nous les Noirs qui souffrons. On ne sera pas trop contents de dire qu'ils sont venus, oui, mais restons avec eux, avec la Russie, le Japon et la Chine. Et la Chine, elle est maligne, parce que je vous dis bien, les Chinois ont conquis toute l'Asie, ceux qui ont l'économie de toute l'Asie. Alors évitons qu'il y ait des quartiers des Blancs en Afrique noire, des quartiers des Asiatiques en Afrique noire, évitons cela et soyons unis et prêts à fabriquer nos armes. En Afrique centrale, nous devons avoir notre monnaie, même si nous sommes d'abord 3 ou 6 que nous unissons, nous formons un seul État, ça nous permet d'avancer. Et pour le moment, vraiment, ayons chacun notre monnaie. Que le Tchadien ait sa monnaie, le Camerounais ait sa monnaie, ça fait que le Tchadien peut se déplacer avec sa monnaie, il vient. Chaque pays de l'Afrique centrale a la banque du Tchad, la banque du Cameroun, ça veut dire que nos échanges évoluent. Et nous devons veiller au pas de ces Européens. Pas de sentiments. Et nous devons être prêts pour répondre en cas d'attaque. En même temps, nous devons fermer les ambassades s'ils veulent nous apporter des complications. Donc, c'est tout ce que je peux d'abord vous dire pour le moment. Kala Zougat. Pour cette intervention et le standard qui est toujours ouvert, c'est la palabre intellectuelle dans son nouveau format. Et je vous le rappelais tout à l'heure, dans 5 minutes, nous serons sortis de cette autre édition. Cela nous donne peut-être le temps de prendre encore un appelant au standard avant de revenir conclure directement sur le plateau avec vous, Jean Gouem, vous qui avez été depuis bientôt 2 heures maintenant notre invité sur le plateau de la palabre intellectuelle pour nous permettre de comprendre ces 3 faits marquants de l'actualité qui ont été évoqués depuis tout à l'heure, notamment la visite de Rex Tillerson au Tchad, lui qui est arrivé dans la capitale tchadienne ce matin et il s'y trouve d'ailleurs toujours. Et puis, beaucoup pensent que l'objectif de ce déplacement est de rassurer N'Djamena quant à une sortie future de cette liste noire des pays dont les ressortissants ne peuvent plus atterrir sur le territoire américain. Et donc, on pense également qu'il devrait
que cela devrait mettre fin à ces accusations de corruption contre le président Idriss Déby Itno. On vous a d'ailleurs longuement écouté tout à l'heure sur la question. Oui, naturellement, je pense que cette visite-là au plus haut niveau, parce que le secrétaire d'État quand même aux affaires étrangères, c'est pas un troisième petit personnalité des États-Unis d'Amérique. Voilà, oui. donc c'est vraiment au plus nouveau. Je crois qu'il y a plusieurs signaux qu'il faut recevoir. Après l'image catastrophique, tout simplement, de leur président depuis un an, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, et par rapport à l'Afrique. Ce président Trump qui a montré combien de fois, effectivement, ses signes, ses origines un peu racistes, racialistes, bon, maintenant, on commence à voir. Et après ces propos un peu haineux sur l'Afrique, traitant l'Afrique de pays de merde, je crois qu'aujourd'hui, les grands pôles dont je parlais se bousculent. Et les États-Unis ne peuvent pas rester les bras croisés. Donc, je pense que cette visite au Tchad, il y a plusieurs justificatifs à cela. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont quand même une base de lancement des drones au Tchad. Donc, s'ils créent, par exemple, des disputes permanentes en Afrique, eh bien, s'ils sont à la hauteur, à l'origine de cette divergence en Afrique, ça fout très mal. Comment voulez-vous qu'ils puissent encore avoir de bons rapports économiques et politiques et militaires avec les autres États? Donc, c'est un signal venant des Américains. Mais je dis, je suis très méfiant. Je suis très méfiant. Tellement méfiant que moi, je suis même partant à ce que on retrouve cet équilibre-là. Qu'il y ait des Russes, qu'il y ait l'Inde ou la Chine ou les États-Unis qui viennent. Mais nous aussi, en face, nous devons être organisés pour pouvoir les accueillir avec une dynamique unitaire. Voilà mon propos. Donc, je pense que c'est un signal, mais on verra très bien tout à l'heure, parce que moi, je me méfie beaucoup des Américains quand même. Et ça a toujours été une politique de déstabilisation. Vous pouvez me montrer le pays qui a le plus déstabilisé au monde, déstabilisé l'Amérique latine, la Chili, un peu partout, déstabiliser l'Afrique, au Congo, etc. Les Américains, avec bien évidemment leurs suppôts, leurs alliés et leurs amis issus de la Seconde Guerre mondiale, la France. Donc, ils ont dans l'âme la déstabilisation. C'est pour cela que je me méfie quand même. Il est là. Eh bien, on va voir ce qui en ressortira. Mais dans l'immédiat, on verra très bien à échéancier, on va très bien voir. De toute façon, il était prévu que le Tchad sorte de cette liste rouge. Le Tchad n'a rien à faire là-dedans. Le Tchad héberge les bases militaires américaines dont on n'a rien à faire. Ils vont sortir. Oui, avec votre permission, voilà. On va retourner au standard plutôt. Écoutez ce téléspectateur qui nous retrouve, ce sera le tout dernier pour ce soir. Messieurs, bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bon, je voulais juste vous féliciter. Je voulais juste vous féliciter pour le travail abattu. Merci beaucoup, merci. Bon, parce que je dis vraiment merci pour le coup qui m'est donné dans ce jour, parce que pour vous avoir fait pas facile. Et pour le sujet de ce soir, surtout concernant la Russie, je suis très fier vraiment que ce pays puisse intervenir. Parce que la France nous a tellement foutu le bordel. Excusez-moi du terme. Mais vraiment merci. Et merci pour le travail que vous apportez pour ce pays. Surtout pour le bon pays, le Cameroun, et en général. Je ne prénomme Yves Berlin. Excusez-moi, je suis très ému parce que c'est pour moi une première fois d'intervenir. Je suis très fier. Il fallait tout le panel, surtout mon président, M. Bandakani. Merci. Merci à vous pour cette intervention. Et d'ailleurs, vous mettez un terme à cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir effectué le déplacement du plateau, M. Ngouem. Merci beaucoup. Je voudrais cette soirée saluer tous nos téléspectateurs qui ont brillé par toutes leurs interventions et leurs questions. Saluer tous ceux et celles qui nous ont reçus, vos collègues techniciens, que j'apprécie beaucoup, vous-même. Je pense que le débat ne fait que continuer. Et puis, non seulement ça doit continuer, mais nous devons tous maintenant apporter notre soutien à Afrique Média par les écrits, par les SMS, par nos interventions pour pouvoir soutenir cette initiative qui est africaine, qui est panafricaine et qui permettra, de mon vivant peut-être je ne verrai pas, mais je pense que je verrai bien ce progrès-là. Et les signaux positifs sont déjà là. Donc merci à vous tous.
et bonne soirée. Merci également à vous, Monsieur Ngouem, pour ce déplacement sur le plateau de la Palabre intellectuelle. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous, très chers téléspectateurs, en vous promettant de vous retrouver très très bientôt, toujours sur les antennes de la télévision panafricaine. L'Afrique média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que vous savez, vous êtes une télévision internationale, il faudrait qu'à l'international qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.